question. BFM TV, il est 14h. Bienvenue dans l'après-info. On est ensemble jusqu'à 18h. Bonjour à tous. Bonjour Valentin. Bonjour Fanny. À la une cet après-midi, une voiture a foncé dans la foule à Los Angeles à la mi-journée. Plusieurs dizaines de personnes ont été fauchées. Certaines sont dans un état critique. La cause de l'incident est inconnue à ce stade. Les dernières informations avec notre correspondante aux États-Unis, Karine Otten, dans un instant. Un couvre-feu en France pour lutter contre les criminels face à la multiplication des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Le maire de Nîmes va confiner les moins de 16 ans entre 21h et 6h du matin. Une mesure effective dans certains quartiers sensibles dès lundi. François Bayrou se laisse l'été pour affiner son plan de redressement. Déclaration du Premier ministre à Pau en marge du départ de la 14e étape du Tour de France. Néanmoins, François Bayrou l'assume. Cela s'annonce complexe pour négocier avec les oppositions. Explication à suivre. Après les incendies, l'instabilité gagne le pays aujourd'hui. 9 départements sont en vigilance orange orage. L'Auvergne a déjà subi plusieurs chutes de gros grêlons depuis ce matin. Les images et le point de situation dans ce journal. Cette information donc qui nous est parvenue à la mi-journée. Une voiture a foncé dans la foule à Los Angeles. Au moins 20 personnes ont été fauchées. Certaines sont dans un état grave. Oui, on va retrouver notre correspondante Carrie Newton aux États-Unis. Carrie, que s'est-il passé exactement ? Alors pour l'instant, très peu d'informations nous parviennent des autorités de Los Angeles, mais on sait qu'un véhicule a foncé dans la foule vers 2h du matin, il y a donc un peu plus de 3 heures, dans ce quartier de West Hollywood, plus précisément sur le boulevard Santa Monica. Plus de 20 personnes ont été blessées, 5 sont dans un état très grave, elles ont toutes été déployées dans les hôpitaux de la ville. Les pompiers de Los Angeles semblent indiquer que cela s'est passé à proximité d'un lieu de concert. Nous devrions avoir plus d'informations très rapidement. Karine Otten depuis New York pour BFM TV. Après la publication de Passage, une lettre tendance sur son reste aux États-Unis, Donald Trump contre-attaque. Le président des États-Unis porte plainte contre le Wall Street Journal pour diffamation. Il réclame au journal 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Oui, pour autant, cette affaire, elle embarrasse le clan Trump, notamment la base de soutien du président qui demande plus de transparence. Les explications de Mathis Menu. 2003, Jeffrey Epstein célèbre son 50e anniversaire. Parmi les invités aurait figuré un certain Donald Trump, l'une des nombreuses stars membres de l'entourage du financier. Les deux hommes se fréquentent depuis les années 80 et font régulièrement la fête ensemble. Le milliardaire aurait donc accepté de lui écrire une lettre pour remplir un livre d'or. Joyeux anniversaire et que chaque jour soit un nouveau secret merveilleux. Ces mots, c'est le Wall Street Journal qui les révèle dans un article publié jeudi. Le quotidien dit avoir examiné la lettre et affirme qu'elle serait accompagnée d'un croquis. Elle contient plusieurs lignes de texte dactylographiées encadrées par le contour d'une femme nue qui semble avoir été dessinée à la main avec un gros marqueur. Une paire de petits arcs indique les seins de la femme et la signature du futur président est un Donald gribouillé sous sa taille, imitant les poils pubiens. Le président américain dément être l'auteur du texte et du dessin. Il attaque le journal en justice et réclame 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Nous venons tout juste de déposer une poursuite judiciaire puissante contre toutes les personnes impliquées dans la publication de cet article mensonger, malveillant, diffamatoire, fake news paru dans le torchon inutile qu'est le Wall Street Journal. Un nouveau rebondissement dans une affaire devenue un boulet pour Donald Trump. Plusieurs théories du complot soutiennent que Jeffrey Epstein, inculpé pour trafic sexuel de mineurs en 2019, aurait tenu une liste secrète de clients sur laquelle figureraient plusieurs célébrités. Le FBI et le ministère de la Justice assurent qu'il n'existe aucune preuve. Indignation chez les Trumpistes qui reprochent au président de ne pas tout révéler de l'affaire comme il l'avait promis avant sa réélection. Tout ça n'est qu'un vaste canular perpétré par les démocrates. Certains républicains stupides et idiots sont tombés dans le filet. Et donc ils essaient de faire le travail des démocrates. Face aux critiques, Donald Trump a demandé à un tribunal fédéral d'autoriser la publication des documents judiciaires ayant conduit à l'inculpation de Jeffrey Epstein. En France, on vous emmène à Nîmes, dans le Gard, où le maire de la ville adopte une mesure choc, un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans dans certains quartiers sensibles. Il sera instauré dès lundi entre 21h et 6h du matin. Décision prise en réponse aux récentes violences qui ont éclaté dans la ville, notamment plusieurs fusillades sur fond de règlement de compte. En début de semaine, le corps d'un jeune homme de 19 ans a été retrouvé à quelques kilomètres. Hilal El Aflahi, Louison Gastier.
À partir de lundi, les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés ne pourront plus circuler librement dans plusieurs quartiers prioritaires de Nîmes. Après une succession de fusillades et de règlements de compte, notamment dans le quartier Pisevin, la mairie a décidé de mettre en place un couvre-feu entre 21h et 6h du matin. Une mesure restrictive qui divise les Nîmois. À 21h, les mineurs, ils doivent être chez eux ou alors les parents savoir où ils sont et puis avoir un regard sur eux, voilà, normal. C'est bien de mettre en place un couvre-feu, mais je pense qu'il y a d'autres mesures qu'il faudrait mettre en place un peu plus fermes. Je pense que le problème, il n'est pas là, quoi. Le problème, il y a un problème soit de misère, soit de travail dans ces quartiers-là, pas forcément s'en prendre aux jeunes. La découverte du corps d'un jeune homme de 19 ans tué par balle et partiellement calciné dans un village proche de Nîmes mardi, puis une fusillade jeudi sur l'une des places principales du quartier Pisevin. Une succession d'actes criminels liés au trafic de drogue qui a poussé le maire de Nîmes à instaurer un couvre-feu pour 15 jours. Dans un communiqué, il évoque une mesure préventive destinée à protéger les mineurs. La situation dans les quartiers prioritaires de la ville, notamment Pisevin, est devenue intenable à cause de l'action armée des narcoterroristes. Le sang coule régulièrement, les morts s'additionnent, les règlements de compte s'enchaînent. Je ne peux concevoir qu'une jeunesse se détruise ainsi. Comme Nîmes, plusieurs communes, notamment dans les Yvelines, le Rhône ou les Bouches-du-Rhône, ont instauré des couvre-feux pour les mineurs afin de lutter contre la délinquance. Et bonjour Mélissa Gilles, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes représentante dans le Gard du syndicat Alliance Police. Ce couvre-feu pour les mineurs qui sera imposé à partir de lundi, selon vous, c'est une bonne solution pour endiguer ces problèmes de violence ? Oui, bonjour à tous. Oui, alors effectivement, ça va nous permettre de contrôler l'ensemble de la population dans ces quartiers, justement. Donc ça va nous aider à contrôler les narcotrafiquants de la même manière, en fait. L'un des quartiers le problème, c'est que ce genre... Je vous en prie, poursuivez, Mélissa Gilles. Le problème, c'est que ce genre de procédé n'a pas lieu de tenir dans la durée, en fait. Ça ne peut être que ponctuel. Et pour mettre fin aux narcotrafiquants et protéger les habitants de ces quartiers qui subissent ces problématiques, il faudrait prendre des mesures plus pérennes. Qu'est-ce que sont ces mesures plus pérennes que vous évoquez ? Alors pour notre part, en fait, on souhaiterait avoir un mouvement de mutation, ce que nous on appelle un APC, c'est un mouvement de mutation de fonctionnaires de police pour le département du Gard, puisque nous n'avons pas que Nîmes qui est sujet à ces problématiques, nous avons aussi Bagnols et Alès, et du coup nous souhaiterons avoir des renforts d'effectifs en police judiciaire, en voie publique, mais aussi dans les renseignements territoriaux pour mener à bien nos missions et combattre les narcotrafiquants. Donc plus d'effectifs, c'est ce que vous demandez pour combattre ce problème. L'un des quartiers spécialement visés par ces mesures le plus concerné, c'est Pisevin. À quelles difficultés concrètement vous êtes confrontés au quotidien ? Les quartiers de Nîmes, il y en a 4. Il y a le quartier de Pisevin qui est la ZUP Sud, on a le quartier de Val-de-Gour qui est la ZUM Nord, on a le Mas-de-Mengue et le Chemin Bas. Ces 4 quartiers en fait sont soumis au régime des narcotrafiquants régulièrement. Le problème c'est que pour mener à bien des enquêtes et faire tomber les têtes entre guillemets, ce sont des enquêtes qui sont très longues, des présences policières qui doivent être nombreuses et régulières. Et en l'occurrence, on n'a pas la possibilité d'effectuer ça de manière quotidienne. On n'a pas assez d'effectifs. Donc effectivement, Pisevin a passé un cap avec ce message où il demande aux mères de famille de ne pas envoyer leurs enfants chercher le pain, sinon les enfants seront des cibles, ou même les enfants de 5 ans. Donc effectivement, ils ont passé un cap. Et je pense que ce cap-là est inacceptable pour nous, en fait, pour la police nationale. Ce couvre-feu va concerner seulement les mineurs. Est-ce que ce n'est pas un petit peu léger pour vous aider à stopper le narcotrafic dans la ville et dans ces quartiers ? Bon, effectivement, c'est léger, mais c'est déjà une bonne chose parce que il faut savoir que les narcotrafiquants ont quand même un âge entre 15 et 18 ans ou 19 ans. Enfin, ce n'est pas des hommes de 30 ans qui effectuent des choufs, comme nous on appelle, donc qui guettent ou qui vendent du stup ou qui vont faire des fusillades. Ce sont souvent des jeunes
des jeunes hommes. Donc ça va nous permettre de limiter un petit peu les problématiques. Par contre, comme je vous ai dit, ça ne peut pas être une chose à faire de manière quotidienne. Ce n'est pas possible d'instaurer un couvre-feu de manière pérenne. Ça ne se verra pas et je pense que ça ne se fera pas. Donc en fait là on est sur effectivement un couvre-feu qui va durer un certain temps avec des renforts que nous avons vu arriver de CRS, des renforts zonaux que nous appelons. C'est des fonctionnaires qui viennent de Toulouse, de Marseille, etc. mais qui ne connaissent pas nos quartiers, même s'ils vont nous faire une présence policière. Je n'ai toujours pas assez d'effectifs en judiciaire pour mener à bien toutes les infractions qui vont être amenées à mes collègues en judiciaire et du coup ça ne va faire que repousser la problématique en fait. Mélissa Gilles, on vous sent un petit peu dans l'inconfort vis-à-vis de ce trafic de drogue. Pourtant, l'année dernière, on se souvient, il y a eu ces fameux déploiements d'opérations Place Nette un peu partout en France et Nîmes avait été particulièrement concernée. Est-ce que selon vous, ça n'a pas donné de résultat ? Pour combattre, et je maintiens, pour combattre les narcotrafiquants dans les quartiers, il faut avoir des fonctionnaires qui soient formés sur ces quartiers et qui aient l'habitude de ces quartiers. Et des fonctionnaires qui travaillent en police judiciaire et qui mènent les enquêtes pour les faire tomber. Ce n'est pas des opérations Place Nette, ce n'est pas des renforts ponctuels qui vont nous aider. Ça ne fait que reporter la problématique. En fait, là, ils vont être présents pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et en septembre, on aura toujours les mêmes problèmes parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est les faire tous tomber et tous les mettre en prison, en fait. Merci beaucoup, Mélissa Gilles, d'avoir été avec nous sur des images en direct de Louison-Gasnier. La politique et François Bayrou qui réagit pour la première fois à ces annonces concernant le budget 2026. Le Premier ministre était à Pau, dans sa ville, pour le départ de la 14e étape du Tour de France tout à l'heure. Edgar Becquet, vous avez suivi le déplacement de François Bayrou. Il se laisse l'été pour, je cite, affiner son plan de redressement budgétaire. Mais il est conscient, le Premier ministre, que cela s'annonce complexe. Oui, François Bayrou, aux alentours de midi, a inauguré un totem à l'effigie du coureur cycliste et champion Tadej Pogačar. Les deux hommes ont d'ailleurs posé côte à côte. Il faut dire qu'il y a de nombreux points communs entre un coureur cycliste comme Pogačar et le Premier ministre. Le plus dur dans une course, c'est de gravir des sommets, de gravir des cols. Aujourd'hui, pour Pogačar, ce sera le col du Tourmalet. Et à la rentrée, pour François Bayrou, ce sera l'Himalaya, pour reprendre son expression phare, l'Himalaya de difficultés qu'il a tant évoqué ces derniers mois. Le chef du gouvernement qui nous a confié ne pas vouloir mélanger Tour de France et politique, mais il nous a quand même expliqué qu'il allait se donner 2 mois pour finaliser la préparation de son budget. Écoutez-le. Il y aura probablement toutes sortes de prises de parole pour préciser, affiner, répondre, tout ça. On a 2 mois devant nous pour que ce plan trouve son achèvement. Voilà François Bayrou qui suit la 14e étape du Tour de France dans la voiture de Christian Prudhomme. C'est le directeur de ce Tour de France, comme l'a fait ce jeudi le président de la République Emmanuel Macron. Une parenthèse détente, si je puis dire, une parenthèse Tour de France pour François Bayrou qui est plus que jamais sous la menace d'une motion de censure. Justement, Edgar, les oppositions menacent de le censurer et même dans son propre camp, on critique son plan d'urgence. Oui, que les oppositions menacent de censurer François Bayrou, ce n'est pas une surprise. Les oppositions l'ont dit, que ce soit le Rassemblement national ou encore la gauche. Ils ont expliqué ne pas vouloir voter ce budget en l'état. Ça, c'est pas une surprise. En revanche, ce qui est un peu plus surprenant, c'est d'entendre des critiques, des remarques qui viennent du bloc central, qui viennent des rangs de François Bayrou. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, Édouard Philippe, ancien Premier ministre, qui est pourtant président d'un parti allié au bloc central. En parlant de ce projet de budget, il explique que ce plan d'urgence ne réglera pas le problème. Autre exemple, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui lui estime que le chef du gouvernement n'a pas assez parlé d'immigration lors de sa conférence de presse de mardi. Il le dit très clairement, l'immigration ne doit pas être un tabou. L'immigration donc évoquée par Bruno Retailleau, il propose même de supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, pour les soins d'urgence.
Merci Edgar Becquet en direct donc de Pau pour BFM TV avec Valentin Rivolier. On parle de météo à présent avec vous Virginie Nilsson. Bonjour, journaliste météo climat BFM TV. Alors on fait le point avec vous parce que la situation est radicalement différente d'hier. On parlait d'incendie, de canicule encore hier et aujourd'hui. On a 9 départements de l'Hexagone qui sont concernés par des vigilances orange orage. Une situation difficile avec des orages déjà bien présents depuis ce matin. Voilà exactement. Donc 9 départements du centre-est, Allier, Puy-de-Dôme en allant vers l'Ain et l'Isère. Donc au moins jusqu'à ce soir 18h. On est vraiment sur la zone de contact où il y avait de l'air chaud qui remontait de Méditerranée puisque sur toute cette région hier on avait des températures qui dépassaient les 30 degrés. Et puis c'est vrai, changement radical de temps avec l'arrivée d'un air beaucoup plus océanique, plus frais par l'Atlantique et donc air froid et donc air chaud, ça fait pas bon ménage et ça donne donc ces orages sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors effectivement, vous allez le voir avec l'image radar, ce sont donc les orages quasi en direct qui sont remontés donc du Languedoc-Roussillon vers l'ouest de l'Auvergne où on a eu des pluies entre 10-30 mm d'ailleurs ce matin et ils sont en train donc de se décaler vers le Val-de-Saône, l'Ain et l'Isère. On est vraiment sur le cœur de l'activité sur cette région-là. Donc au moins, je le disais, jusqu'en fin d'après-midi. Et le paramètre aggravant, c'est vraiment la pluie. Les intensités horaires qui sont quand même assez importantes, entre 20-30 mm. Par exemple, à midi tout à l'heure à Lyon, en 1 heure, il est tombé 25 mm de pluie, soit à peu près 15 jours de précipitations. On a vu, Virginie, je ne sais pas si on va pouvoir les voir à l'antenne, ces images de grêlons qui sont tombés, notamment dans le Puy-de-Dôme. Est-ce que le risque de grêle est généralisé sur l'ensemble de ces départements en vigilance orange aujourd'hui? Voilà, exactement. C'est un autre paramètre qu'on surveille. Alors, il faut savoir que les grêlons donc, se forment dans des cellules orageuses assez actives. C'est difficile, vous le savez, de prévoir un orage avec précision. Par contre, on peut évidemment prévoir une zone et il s'agit bien donc de ces 9 départements. Et Virginie, pour l'évolution, comment est-ce que ça va être ce soir, demain? Alors, ça va se calmer dans le courant de la soirée. En revanche, ça va reprendre demain. Donc, il faudra être vigilant. Sans doute que la vigilance orange de Météo France va évoluer donc tout à l'heure à partir de 16h. Puisque vous le voyez, en fait, on a une nouvelle perturbation qui va arriver par l'ouest et c'est quasiment la même zone qui sera concernée donc demain dans le courant de l'après-midi entre le massif central en remontant vers le nord-est du pays avec de fortes pluies, de la grêle et à nouveau du vent. Merci beaucoup Virginie. On vous parle également de la situation sur le front des incendies. Cela va mieux, notamment en Bretagne et les récents orages ont bien aidé les pompiers à noyer l'incendie dans la forêt de Brocéliande. Et face au risque de feux de forêt qui se multiplient, les Provençaux, eh bien, ils s'équipent pour protéger leur maison de ces feux de forêt. Oui, vous allez voir, parmi les équipements les plus en vogue, il y a ces fameuses motopompes dont les ventes explosent dans le sud-est de la France, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Illustration avec Marie Debay. Philippe vient de faire une nouvelle acquisition. Allez. Une motopompe qui peut couvrir un périmètre de 50 mètres autour de sa piscine. Rassurant pour cet habitant, sa maison est entourée de végétation. Il me semblait opportun, vu l'évolution du climat, de m'équiper d'un système qui permettait, après appel des pompiers bien évidemment, de pouvoir protéger un minimum l'entourage de la maison. Il suffit de placer le tuyau dans la piscine, d'allumer l'engin et de choisir la position de la lance. Un jet de défense va faire un mur en fait, un mur d'eau face à votre piscine, exactement, tandis que le mur d'attaque, lui, il va aller beaucoup plus loin pour justement essayer d'atténuer les feux qui vont commencer en fait à arriver près de chez vous. Ces mini lance-incendies sont commercialisés depuis 2 ans et la demande ne cesse d'augmenter. Déjà 5000 foyers français équipés. Il y a de plus en plus de feux et de départs de feux qui sont aussi actualisés et cette tendance un petit peu anxiogène font que les personnes effectivement font de plus en plus appel à ces produits-là pour s'autoprotéger. D'autres solutions existent, comme par exemple cette grenade anti-incendie. Là aussi, les Provençaux se l'arrachent. Les ventes ont été multipliées par 3 en 1 an. Il y a 5 ans, 10 ans en arrière, je ne pense pas qu'on aurait le succès qu'on a aujourd'hui. On s'aperçoit que les gens sont hypersensibles au risque incendie. Pour rappel, le risque incendie reste encore très élevé dans la région. Il est recommandé de suivre les indications des autorités. L'infotrafic. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble.
Vacances oblige, attention, si vous prenez la route aujourd'hui, il va falloir s'armer de patience. Vous le voyez, bison futé, voire rouge dans tout le pays dans le sens des départs. C'est également rouge dans le sens des retours, dans le Grand Ouest et sur le pourtour méditerranéen. En revanche, demain, cela s'améliore dans le sens des départs. Ce sera un petit peu plus compliqué dans le sens des retours, notamment sur le quart sud-est. Bison futé annonce du orange. Allez, on va sur l'autoroute des vacances et plus précisément sur l'autoroute A13, direction la Normandie, où vous l'avez peut-être constaté désormais, eh bien, il n'y a plus de barrière de péage depuis décembre dernier. Oui, alors attention, il faut quand même payer, hein, et les touristes ne le savent pas toujours, les touristes ou même les vacanciers. Ouais. Il y a même des arnaqueurs qui en profitent. Reportage Emeline Darcourt, Chloé Giraud avec Marius Noël. Le message est répété tout au long de la 13, flux libre pour cette autoroute. Ça veut dire pas de barrière de péage, le paiement se fait sur Internet ou chez un buraliste. Mais pour les touristes étrangers, difficile de s'y retrouver. J'ai vu à l'autoroute que je dois payer en ligne, mais je dois trouver quelques informations comment faire les paiements. C'était en français tellement, alors peut-être fait aussi en anglais. Et en effet, sur le trajet que notre équipe a parcouru, pas une seule pancarte en anglais. Ivana, touriste tchèque, ne savait même pas qu'elle devait payer. Non, j'ai vu sur Internet qu'on devait payer, mais je n'ai pas vu de péage, donc non. Ce n'est pas clair. Je pense que pour un étranger, c'est incompréhensible. Christian et Marie, eux, sont français. Ils ont lu les panneaux, mais regrettent le manque de clarté. Au niveau se créer un compte, c'était compliqué. Une personne âgée, je pense qu'elle se fait avoir. C'est pas elle qui n'a pas Internet qui va aller sur Internet. Attention aux paiements non faits, les automobilistes négligents auront ce genre de message. Ici, 90 € de majoration pour un délai supérieur à 15 jours. Passé 2 mois, la facture monte à 375 €. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Restez bien avec nous dans un instant. Dans l'après-midi info, nous évoquerons cette affaire. 4 policiers qui sont mis en examen et placés sous contrôle judiciaire après des dénonciations de violence sur un mineur de 17 ans. Un jeune homme qu'ils auraient tabassé dans la nuit du 14 juillet à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. L'enquête est ouverte. Les fonctionnaires nient les faits. On fait le point dans un instant. Aujourd'hui, on va parler de toi. Avec le temps, votre toit se fragilise, créant des problèmes d'infiltration et d'isolation. Mais avec autoiture.com, refaites votre toit en express. Remplacement de l'étanchéité, de lithos et de tuiles. Pour un toit neuf et garanti 10 ans. Inscrivez-vous sur autoiture.com pour un devis immédiat. Autoiture.com. Groupama est là et soutient les passionnés de vélo. Nous avons déjà offert à plus de 15 000 cyclistes amateurs un maillot aux couleurs de leur club. Groupama, toujours là pour moi. Contrairement à ce que tout le monde pense, on peut vivre sans connexion. Et tout le monde, hein. En vrai, il y a déjà plein de moments où on n'est pas connecté. Il y a même des endroits où on n'en a pas besoin. Et plein de moments aussi où on a mieux à faire. Tout ça pour dire qu'on n'est pas toujours obligé d'être connecté. Mais bon, c'est vrai aussi que parfois... T'as du réseau ? Non, j'ai rien. Une bonne connexion, ça aide. C'est pour ça que choisir Orange, c'est choisir le réseau mobile numéro 1. On est là, mais bon, seulement si vous en avez besoin. Orange est là. Les amis, devant moi, tous les produits d'un colis comme j'aime, soit 28 jours de programme, des lasagnes, du couscous, des moelleux au chocolat, le tout livré directement chez vous. Et en plus, en ce moment, vous avez une réduction de 100 € sur votre premier colis. Et avec Comme J'aime, vous le savez, on perd du poids. Les clients perdent en moyenne 6 kilos dès le premier mois. Regardez Mélissa, moins 11 kilos, Sandrine, moins 21 kilos. Alors, pour profiter de moins 100 € sur votre premier colis, composez le 0800 37 37 37 ou commej'aime.fr, c'est important.fr. Le paddle. Le paddle, c'est chez Forest Hill. 18 pistes intérieures, 12 pistes extérieures, entre amis ou en famille, dans nos clubs de l'Aqua Boulevard, Marne-la-Coquette et La Défense. Forest Hill, le numéro 1 du paddle à Paris et en Ile-de-France. Mister Auto, pour tous ceux qui entretiennent leur auto, qui filent dans la ville, qui s'évadent chaque week-end ou qui roulent des mécaniques. Avec Mister Auto, cliquez et recevez la pièce ou l'accessoire qu'il vous faut
Pour toutes les façons de bouger, toujours à nos meilleurs prix. Trouvez les plus grandes marques sur mister-auto.com. Mister Auto, click, get and move. Chacun profite de sa piscine comme il l'entend. Pour faciliter l'entretien, en tout cas, c'est Toucan. Toucan, les produits malins pour tous les bassins. Retrouvez toute notre gamme sur toucan.fr. Ulysse, et c'est réglé. Il suffit d'un peu de lumière en plus pour se sentir mieux chez soi. Chez K-Line, nos fenêtres vous offrent 15% de lumière en plus. Et la lumière vous offre tout le reste. K-Line, la fenêtre lumière. L'événement cinéma de vos vacances est arrivé, alors réservez vos places. Attention, j'arrive! Et préparez-vous. Et préparez-vous. Et Merci, Schtroumpf maladroit. Et préparez-vous. On va montrer au monde réel de quel bois on se Schtroumpf. Pour la plus grande des aventures. On est peut-être tout petit, on est peut-être tout mignon. Nous pouvons schtroumpfer des montagnes. Accrochez-vous à vos bonnets. Schtroumpf bruteur, tu peux reculer, s'il te plaît? Les Schtroumpfs, le film, actuellement au cinéma. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. BFM TV à la une dans l'après-midi info, c'est 4 policiers mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour violence sur un mineur de 17 ans. Ils sont accusés d'avoir passé à tabac l'adolescent dans la nuit du 14 juillet à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Les fonctionnaires nient les faits. Nous détaillerons cette enquête qui démarre dans un instant. Mais avant cela, ce sujet d'actualité en ce début de vacances, un nouveau dispositif anti-GHB qui débarque pour nous assurer des soirées sereines. Oui, un bracelet qui détecte la drogue du violeur dans les boissons grâce à une petite bandelette réactive et une innovation qui est 100% française. Carla Plon. C'est un triste constat, mais pour protéger leur verre en soirée, chaque femme que nous avons rencontrée a sa propre technique. Ouais, essayer de mettre un petit capuchon comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand on est à son 2e ou 3e. Je fais attention à mon verre, je mets pas n'importe où et voilà, je tiens dans la main. Pour détecter la présence de GHB, Maria a créé ce bracelet. Il peut être glissé sous une montre ou un bijou et le sachet en comporte 2, soit la possibilité de tester 8 boissons pour 8,90 €. Je trempe mon doigt, je viens poser la boisson ici. Si ça vire au bleu, la boisson est contaminée au GHB et je la jette. Mélangé à l'alcool, le GHB provoque des effets qui peuvent facilement être confondus avec une simple ivresse. En cas de doute, d'autres alternatives existent. Voilà, donc vous avez des tests comme ça, c'est des bandelettes en fait, que vous trempez dans le liquide, la boisson. Il peut détecter, enfin il est spécifique de 2 molécules, la kétamine et le GHB. Le GHB provoque souvent sédation, confusion ou perte de mémoire. Mais il n'est pas toujours le seul en cause. Il existe beaucoup de drogues, voire des produits qui ne sont pas des drogues, des médicaments classiques qui peuvent être détournés de leur usage. Et c'est très compliqué en fait d'avoir un test pour chaque molécule. En 2022, plus de 1200 signalements d'agressions facilitées par des substances psychoactives ont été recensés. La météo, Virginie Nilsson. Et la météo va rester très orageuse tout au long du week-end, tout particulièrement en région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté. Alors l'anticyclone qui nous protégeait maintenant depuis plusieurs jours s'est replié en Méditerranée et c'est désormais cette dépression que vous voyez là sur le nord-ouest des îles britanniques qui nous influence. Ce bel enroulement nuageux avec donc cette dégradation orageuse qui s'est mise en place ce matin en Languedoc-Roussillon, qui est remontée vers l'Auvergne et qui est en train de s'évacuer vers l'est du pays. Elle peut donner donc de fortes pluies et de fortes rafales de vent. Soyez prudents. Alors, on connaîtra une accalmie en soirée la nuit prochaine. En revanche, on a déjà une nouvelle perturbation qui arrivera ce dimanche matin par le nord-ouest. Elle pourra donner donc beaucoup de pluie, des averses orageuses et dans le courant de l'après-midi, ces orages vont se décaler vers le massif central en remontant vers l'Alsace-Lorraine. Donc prudence, là aussi, il pourrait se montrer localement fort. Forte pluie, forte rafale de vent ainsi que de la grêle
à l'arrière, donc on aura une traîne assez active avec quelques averses, le tout dans une ambiance assez ventilée. En revanche, les régions proches de la Méditerranée resteront sous le soleil. Les températures le matin, elles seront comprises entre 14 et 23 degrés, 14 à Aurillac, 19 à Paris, 23 pour Ajaccio, encore Nice. Et dans le courant de l'après-midi, température très contrastée entre l'air froid qui est arrivé par l'ouest avec 22 degrés à Cherbourg et l'air chaud qui résiste à l'est et qui explique ces orages avec 33 degrés prévus du côté de Grenoble. Regardez la météo avec EntréeDiscount.com. Yes, EntréeDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. Souriez devant la météo avec Brit Hôtel. Votre météo des plages pour ce dimanche et on démarre avec les côtes de la Manche où le ciel sera bien nuageux du matin jusqu'au soir avec quelques averses là aussi localement orageuses. Les températures sur le sable entre 19 et 21 degrés. Du côté de l'Atlantique, là aussi sur les plages de l'Atlantique Nord, le temps sera bien perturbé. Il faudra se diriger un petit peu plus au sud sur les plages de la Gironde ou encore du Pays Basque pour retrouver le soleil. Grand soleil sur les plages là aussi du Languedoc-Roussillon où vous allez pouvoir profiter de températures estivales entre 25 et 26 degrés. 24 degrés les pieds dans l'eau et entre l'extrême sud-est et la Corse, là aussi, vous allez pouvoir profiter d'un beau ciel bleu avec 28 degrés sous le parasol à Menton, 32 degrés à Porto Vecchio et 26 degrés les pieds dans l'eau. C'était la météo avec EntréeDiscount.com. Yes, EntréeDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'était la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. C'était la météo avec Brit Hôtel. 14h30, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez au programme de l'après-info, c'est 4 policiers mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour violence sur un mineur de 17 ans. Ils sont accusés d'avoir passé à tabac l'adolescent dans la nuit du 14 juillet à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Les fonctionnaires nient les faits. On fera le point sur l'enquête dans un instant. Au moins 20 blessés à Los Angeles, plusieurs dans un état grave. Une voiture a foncé dans la foule à la mi-journée. À ce stade, la piste accidentelle est privilégiée. Les dernières informations dans ce journal avec Karine Hauteur. Le torchon brûle entre Donald Trump et Rupert Murdoch. Le président américain porte plainte contre le Wall Street Journal dont le magnat de la presse est propriétaire. Il réclame 10 milliards de dollars. Il l'accuse de diffamation après un article sur une lettre salace écrite au pédocriminel Jeffrey Epstein il y a plus de 20 ans et qu'il attribue à Donald Trump. On fera le point dans un instant avec notre correspondante Karine Houghton. Et puis attention aux orages, notamment si vous êtes sur la route des vacances. Météo France place 9 départements du centre en alerte orange. De fortes pluies sont attendues sur ce secteur. Des chutes de grêle ne sont pas exclues aussi. Les dernières prévisions de Virginie Wilson à suivre. Nous vous le disions en titre, 4 policiers ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire dans le Val d'Oise. Mathias Tesson des services police est avec nous. Bonjour. Bonjour. Les 4 fonctionnaires sont accusés d'avoir commis des violences sur un adolescent de 17 ans. C'était dans la nuit du 14 juillet dernier à Garges-les-Gonesse. Oui, absolument. Les faits tels qu'ils sont racontés par cette jeune victime de 17 ans remontent en effet au soir du 14 juillet dernier, pendant évidemment les festivités. Il est aux alentours de 23h lorsque ce jeune homme de 17 ans, prénommé Ali, appelle les pompiers et prévient ses proches parce qu'il explique avoir été monté de force dans un véhicule de police après une course-poursuite à pied et puis avoir été victime de violence, avoir reçu des coups avant finalement d'être relâché. Il présente notamment des blessures au visage qu'il impute aux fonctionnaires de police. Le lendemain, le parquet de Pontoise décide effectivement d'ouvrir une enquête. Le 17 juillet, ce sont les 4 fonctionnaires de police en question qui sont placés en garde à vue et à l'issue des gardes à vue, c'était hier, ces 4 fonctionnaires de police ont effectivement été mis en examen, des chefs de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Le mineur en question a été examiné évidemment par un médecin légiste qui a fixé une incapacité totale de travail à 3 jours. Ces 4 fonctionnaires de police qui sont présumés innocents contestent les faits qu'ils... Ces 4 fonctionnaires de police qui sont présumés innocents contestent
contestent les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercer leurs fonctions de policiers. Ils demeurent évidemment présumés innocents. Leur avocate, maître Inès Davot, nous a fait savoir qu'il niait l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. Merci beaucoup Mathias. On va tout de suite justement à Garges-Légonesse retrouver notre correspondant, notre envoyé spécial, Laura Baquet. Laura, on imagine que sur place, l'émotion est palpable. Oui, exactement, et surtout celle de la famille, car dans une vidéo postée sur Instagram, la victime présumée et sa sœur témoignent ensemble. Alors le ton est calme et les mots sont forts. Je cite, « Ils font du strike avec les petits enfants noirs. Que fait la police ?» demande la sœur. Ils sont censés être là pour nous. Elle affirme ressentir un sentiment d'insécurité. Et dans la vidéo également, la victime présumée raconte les détails de son agression. Lui, on va le niquer, aurait-il entendu avant de se mettre à courir. Il raconte également comment il aurait été laissé pour compte tout seul après avoir été battu. Il aurait pu y rester, affirme sa sœur. La famille est encore sous le choc. La sœur parle sur un autre réseau social d'un acte lâche et d'ignoble voyou. Elle demande au maire d'être impartial sur cette affaire. Le maire qui s'est lui-même exprimé à la suite de l'événement en apportant tout son soutien à la famille. Merci Laura Baquet, en direct de Garges-Légonesse avec Sébastien Savoie pour BFM TV. On parle politique à présent. 4 jours après l'annonce de son plan budgétaire de lutte contre la dette, c'est en qualité de maire de Pau que François Bayrou était présent aujourd'hui dans sa commune à la mi-journée pour lancer la 14e étape du Tour de France. Alors une parenthèse qui n'efface pas la réalité du travail qui reste à accomplir pour convaincre les nombreux détracteurs du texte. Il y aura probablement toutes sortes de prises de parole pour préciser, affiner, répondre, tout ça. On a 2 mois devant nous pour que ce plan trouve son achèvement. Mathieu Coach du service politique est avec nous pour décrypter cette parole du Premier ministre. 2 mois donc pour un achèvement de ce plan. C'est un peu nébuleux. C'est quoi la méthode Bayrou pour sortir de cette impasse? Alors la méthode Bayrou, elle s'appuie sur quelque chose d'extrêmement simple qu'on connaît tous. Ce sont les vacances scolaires. Un moment en famille, entre amis, où on a plus le temps que jamais finalement dans l'année pour discuter des sujets politiques. Et en quelque sorte, il vient de mettre toutes ces idées extrêmement clivantes dont on parle depuis 3 jours, la suppression de 2 jours fériés, cette 5e semaine de congés payés, travaillés, rémunérés, la contribution des retraités. Il a mis tout ça à la table du déjeuner des Français, autour du barbecue. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience. Ça marche à tous les coups, hein. Ça lance un débat immédiat. Et en fait, avec ce calendrier, François Bayrou fait précisément l'inverse de ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant des années, retranché, au moins pas dire forcément la même chose d'ailleurs à ses interlocuteurs, pour au final créer la surprise à la rentrée, parfois sans mesurer d'ailleurs les conséquences. On sait qu'Emmanuel Macron décide toujours au dernier moment et ça peut créer la fronde. Eh bien, François Bayrou, il fait le pari que ces annonces le 15 juillet, eh bien, elles vont préparer les esprits, elles vont apaiser les foules. On pourrait appeler ça la méthode anti-gilet jaune. Alors, je ne peux pas vous dire que ça va marcher, mais ce qui est sûr, c'est que il ne s'adresse pas encore en tout cas à ses opposants politiques, aux partenaires sociaux, c'est bien aux Français en vacances que François Bayrou parle, comme quoi lui aussi on a besoin de ses congés payés. Pour autant, ce pari, il est risqué puisqu'il est visiblement sous la menace d'une censure des oppositions à la rentrée, François Bayrou. Oui, mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est une autre histoire. C'est un autre moment. Ça n'est pas, pour le moment, la priorité de François Bayrou. Et quelque part, il fait la même chose avec les oppositions. C'est-à-dire qu'il leur laisse le temps de faire d'autres propositions. D'ailleurs, c'est ce qu'il leur a dit. Si vous avez de meilleures idées pour économiser 5, 10, 15 milliards, eh bien, faites vos propositions. Et on verra après. Et c'est là aussi qu'il les place finalement face à ces économies à trouver. On verra si les oppositions ont mieux d'ici la rentrée. Et puis la censure, quand on est en politique, c'est dans 2 mois et demi, 3 mois. C'est-à-dire, c'est un monde qu'il y a entre aujourd'hui et ce qui pourrait se passer à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour ces précisions, Mathieu Coach. On part aux États-Unis à présent, après la publication de ces passages d'une lettre tendancieuse attribuée à Donald Trump. Le président américain contre-attaque, le président qui porte plainte contre le Wall Street Journal, qui a publié ces extraits de cette lettre pour diffamation. Il réclame au journal 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Et on va retrouver Karine Houghton depuis New York. Karine, Donald Trump assure qu'il n'est pas l'auteur de cette lettre controversée écrite en 2003 pour Jeffrey Epstein.
Oui, le président américain dément catégoriquement être l'auteur de cette lettre et d'un croquis salace qui l'accompagnait, mais il a du mal à convaincre. D'abord, hier, il a essayé de dire « cela ne peut pas être de moi puisque je ne sais pas dessiner ». Le New York Times a immédiatement ressorti de ses archives des dessins vendus aux enchères de Donald Trump. Et là, ces dessins ont bien été réalisés au marqueur, c'est-à-dire dans la même veine que le croquis qui a été décrit, laissé dans le livre d'or de Jeffrey Epstein. Et puis surtout, on a eu vent des menaces de Donald Trump à Rupert Murdoch, le patron milliardaire du Wall Street Journal. Les deux hommes étaient ensemble dimanche au MetLife Stadium pour la finale de la Coupe du Monde des clubs Chelsea-PSG et le président américain aurait menacé Rupert Murdoch de représailles s'il consentait à la publication de cet article. Le milliardaire a tout de même donné son feu vert et il se retrouve ainsi poursuivi pour diffamation. La diffamation, c'est l'arme principale de Donald Trump, qui veut toujours défendre à tout prix sa réputation. En revanche, le Wall Street Journal a dit qu'il contrecarrait totalement ces informations. Ces informations étaient solides et qu'il démentait, qu'il se défendrait vigoureusement. En tout cas, Carrie, cette affaire, elle embarrasse beaucoup le clan Trump. Il y a même une partie de sa base, MAGA notamment, qui se fracture. Oui, le président américain n'a jamais vu sa base se fracturer autant, mais surtout aussi vite que cette semaine sur ce dossier Epstein. De plus en plus de personnalités de la sphère Make America Great Again prennent leur distance. On a vu sur les réseaux sociaux des casquettes rouges MAGA être brûlées en direct. Alors, il faut rappeler que Donald Trump avait en fait promis de faire la transparence sur ce dossier Epstein, alors que ses supporters complotistes vraiment voulaient savoir quel VIP figurait sur une liste, sur la liste de clients de Jeffrey Epstein pour ce supposé trafic sexuel. Or, finalement, la fidèle ministre de la Justice, Pam Bondi, explique que cette liste finalement n'existe pas. Et puis surtout, on a appris aussi que le FBI avait eu l'ordre ces dernières semaines de fouiller ces centaines de milliers de pages du dossier Epstein à la recherche de toute mention de Donald Trump. Et ça, il n'en faut pas plus pour les supporters MAGA de croire que leur président leur cache bien des choses. Carrie Naughton depuis New York pour BFM TV. Merci d'avoir été avec nous. On reste aux États-Unis avec ces images en direct de Los Angeles où plus de 25 personnes ont été blessées à la mi-journée par une voiture qui a foncé dans la foule. À l'origine de cette voiture qui a foncé dans la foule, on ne sait pas encore, Fanny, quelle est l'origine de l'accident. Oui, accident ou acte volontaire. Certains médias, en tout cas, évoquent déjà une perte de connaissance éventuelle du conducteur. Nous donnerons évidemment toutes les précisions dès que nous en saurons davantage. Mais vous voyez donc ces images en direct de la côte ouest américaine à Los Angeles, donc avec ce véhicule accidenté que vous voyez derrière ces rues-balises et les services de la ville qui sont en train d'enlever le véhicule. Vous voyez, on va écouter d'ailleurs des explications officielles. Nous ne connaissons pas l'âge de toutes les victimes, mais la majorité sont des femmes. Elles faisaient la queue et mangeaient de la nourriture en attendant d'entrer dans le club. Il y a eu un nombre important de personnes qui ont été touchées par le véhicule. On part en Ukraine à présent en plein ultimatum de 50 jours donné par Donald Trump à la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et alors que l'Europe a adopté un 18e paquet de sanctions contre la Russie, Moscou continue de pilonner son voisin. Cyril Amancy, vous êtes notre correspondant à Kiev. Une attaque massive de drones a frappé Odessa dans le sud du pays cette nuit. Au moins un mort est à déplorer. Oui, tout à fait. Au total, 379 missiles et drones ont été utilisés contre l'Ukraine, 340 drones et un peu plus de 30 missiles. Et vous l'avez mentionné, la ville d'Odessa, par exemple, a été touchée. On parle d'une personne qui a été tuée, une femme, et 6 autres blessés. Parmi les blessés, notamment, il y a un enfant. Mais il y a également, par exemple, la ville de Pavlohrad qui a été ciblée. Cette ville a connu l'attaque la plus importante depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022. Plus de 30 explosions selon les médias locaux. Et le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Lysak, a expliqué que c'était une nuit, je cite, d'enfer pour les civils. Et c'est une ville qui est extrêmement importante d'ailleurs pour l'Ukraine et pour la région, puisque c'est une ville qui se situe à côté de la région de Donetsk, et beaucoup de civils qui sont évacués de la région de Donetsk, qui cherchent notamment un logement et qui souhaitent relocaliser vers d'autres lieux, se dirigent d'abord vers Pavlohrad. Donc la situation ici, elle se dégrade semaine après semaine. Nous avons des frappes très conséquentes toutes les semaines avec des centaines de drones, et selon le renseignement ukrainien, il est tout à fait possible que d'ici 3-4 semaines, plus de 900 000 drones soient utilisés contre l'Ukraine en une seule journée.
Merci Cyril Amourski pour ces détails justement dans le pays. Et vous l'évoquiez, dans le centre-sud du pays, il y a cette région de Dnipro qui est ciblée par les attaques russes déjà depuis un mois, une ville dont la Russie pourrait vouloir s'emparer. Oui, la menace d'une offensive est tellement pesante qu'une association gère l'évacuation des habitants. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Pierre Barbin, Joao Alencar et Philippe Dosenko qui sont allés à leur rencontre. À bord de cette ambulance, une nouvelle personne évacuée arrive dans ce centre d'accueil. Comment vous vous appelez? Olena. Vous venez d'où? Bilitsk. Cette Ukrainienne a fui son village et laisse toute une vie derrière elle. Les combats sont à quelques mètres de sa maison. Il y a des combats des deux côtés de chez moi. Ma maison tremble tout le temps. Je ne peux plus dormir la nuit, ni même la journée. C'est impossible de vivre. La guerre est vraiment dure. Dans cette région de Dnipro, certains n'auraient jamais imaginé devoir partir. La situation est telle qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils doivent fuir. C'est si dangereux que maintenant les familles avec des enfants s'en vont aussi. Pour recevoir ces personnes, l'association humanitaire a installé son centre d'accueil dans un bâtiment public. Avant la guerre, c'était un espace culturel de la ville de Pavlorad. Louba dort ici depuis quelques jours. L'ennemi a détruit sa maison. Je suis restée 5 nuits dans ma maison totalement brûlée. Les Russes s'approchent de plus en plus. Je ne pouvais pas partir avec mes propres jambes. Chaque jour, en moyenne, 60 personnes évacuées arrivent ici dans ce centre d'accueil de Pavlorad. L'association redoute que ce chiffre puisse encore augmenter dans les jours et les semaines à venir à cause de l'offensive russe. La situation sur le front des incendies, cela va mieux, notamment en Bretagne. Les récents orages ont bien aidé les pompiers à noyer l'incendie dans la forêt de Brocéliande. Ouais, feu également fixé cette fois-ci à Martigues, dans le sud de la France, où vous retrouvez Laura Cambo. Vous avez pu suivre les pompiers. Laura Cambo, vous avez pu suivre les pompiers sur des opérations de noyage. Oui, tout à fait. Les 300 sapeurs-pompiers qui restent mobilisés dans la région pour cet incendie de Martigues. Vous le voyez, ils sont présents. Et nous sommes en effet en train de suivre une opération de noyage. Il y a eu une réactivation du feu juste au-dessus où nous nous trouvons. Vous le voyez sur ces images de Margot Stève. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette réactivation du feu, ça reste très classique. Voici ce qu'on nous dit du côté des sapeurs-pompiers. Et c'est pour ça que c'est important de de faire des patrouilles, etc. pour vérifier qu'il n'y a pas de braise qui s'enflamme sur ces parties qui n'ont pas encore été touchées par les flammes. On voit très bien l'indistinction entre la partie qui est brûlée et la partie verte qui a été épargnée. Les sapeurs-pompiers travaillent donc dessus d'arrache-pied depuis hier soir, depuis que le feu a été fixé. Je vous propose d'écouter Vincent Alberti, il est chef de groupe et il nous explique l'intérêt de ces opérations de noyage. Alors le risque de ne pas surveiller une lisière et de ne pas effectuer le noyage, c'est que le feu reprenne vie et en fait qu'il poursuive son cheminement dans les zones boisées et dans les zones périurbaines. Il y a la phase d'attaque qui va vraiment être la phase pour baisser les flammes et la phase de surveillance et de noyage est vraiment la partie la plus importante sur les opérations de secours parce que c'est elle en fait qui va permettre de pérenniser la sécurité sur le secteur et éviter que le feu se propage sur d'autres zones. Donc c'est vraiment très important et c'est des périodes qui sont très longues et surtout très fatigantes et contraignantes pour le personnel, ce qui demande beaucoup de rotation et beaucoup de relève les concernant. Et ces opérations qui permettent en effet de pérenniser la situation qui reste la même depuis hier soir. On nous parle de feux fixés, 248 hectares qui sont partis en fumée. Au total, il n'y a que 2 bâtiments qui ont été touchés par les flammes. 120 étaient menacés, mais grâce à l'action des pompiers, ils n'ont pas été touchés. Laura, il y a un élément à prendre en compte pour les pompiers, c'est les conditions météorologiques. Est-ce qu'elles se sont améliorées ces dernières heures? Y a-t-il un petit peu moins de vent? Oui, tout à fait. Hier, quand nous étions ici, quand le feu gagnait du terrain, il y avait un vent très sec, très impressionnant qui en effet perturbait l'opération des pompiers. Aujourd'hui, ça semble que ça va un petit peu mieux. Le ciel s'est légèrement couvert et ce vent s'est calmé. Mais voilà, il faut toujours rester vigilant et attentif à cette situation car ça, en effet, ça peut permettre le redéploiement de ces braises qui mettraient donc en danger les opérations. Donc les pompiers font particulièrement, en effet, attention à cette météo.
Merci Laura Cambo pour ce point de situation avec Margot Sève en direct donc des Bouches-du-Rhône et de Martigues où vous l'avez entendu. Ça c'est feux de forêt qui se multiplient un peu partout. Bien, vous allez voir en Provence, on s'équipe avec des solutions notamment pour protéger les maisons contre les feux de forêt. Oui, alors parmi les plus prisés, il y a les motopompes dont les ventes explosent dans le sud-est du pays. Illustration dans les Bouches-du-Rhône avec Marie Debay. Philippe vient de faire une nouvelle acquisition. Allez. Une motopompe qui peut couvrir un périmètre de 50 mètres autour de sa piscine. Rassurant pour cet habitant, sa maison est entourée de végétation. Il me semblait opportun, vu l'évolution du climat, de m'équiper d'un système qui permettait, après appel des pompiers bien évidemment, de pouvoir protéger un minimum l'entourage de la maison. Il suffit de placer le tuyau dans la piscine, d'allumer l'engin et de choisir la position de la lance. Un jet de défense va faire un mur en fait, un mur d'eau face à votre piscine, exactement. Tandis que le mur d'attaque, lui, il va aller beaucoup plus loin pour justement essayer d'atténuer les feux qui vont commencer en fait à arriver près de chez vous. Ces mini lances à incendie sont commercialisés depuis 2 ans et la demande ne cesse d'augmenter. Déjà 5000 foyers français équipés. Il y a de plus en plus de feux et de départs de feux qui sont aussi actualisés et cette tendance un petit peu anxiogène font que les personnes effectivement font de plus en plus appel à ces produits-là pour s'autoprotéger. D'autres solutions existent, comme par exemple cette grenade anti-incendie. Là aussi, les Provençaux se l'arrachent. Les ventes ont été multipliées par 3 en 1 an. Il y a 5 ans, 10 ans en arrière, je ne pense pas qu'on aurait le succès qu'on a aujourd'hui. On s'aperçoit que les gens sont hypersensibles au risque incendie. Pour rappel, le risque incendie reste encore très élevé dans la région. Il est recommandé de suivre les indications des autorités. Restez bien avec nous dans un instant, nous reviendrons sur cette information à Los Angeles. Au moins 30 personnes ont été blessées après qu'une voiture a foncé dans la foule devant une boîte de nuit. Selon les premiers éléments de l'enquête rapportés par les médias américains, le chauffeur aurait perdu connaissance. La météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Soyez serein devant la météo avec autoiture.com. Un toit refait à neuf et en express. Toiture.com. Votre programme avec Lazerostop, centre stop tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur lazerostop.com. C'est la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. La météo va rester bien agitée ce dimanche avec à nouveau des orages sous surveillance, tout particulièrement entre l'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la Bourgogne-Franche-Comté. L'Alsace, la Lorraine seront aussi concernés. Donc la situation a bien évolué. On a donc désormais cette dépression qui nous influence, que vous voyez là, ce bel enroulement nuageux. Alors vous voyez vraiment ces 2 perturbations. La première qui nous a concerné ce samedi avec ces orages violents, notamment sur le centre-est, qui se décale vers l'Europe centrale, et une autre qui aborde donc la Bretagne qu'on va retrouver donc pour ce dimanche matin. Donc sur tout le nord-ouest, elle donnera des averses à caractère là aussi orageux. Partout ailleurs, le temps sera un petit peu plus calme avec à nouveau donc beaucoup de soleil entre le sud-est et la Corse. Et puis dans le courant de l'après-midi, la perturbation va se décaler. On va la retrouver entre le Massif central en remontant vers l'Alsace, la Lorraine. C'est vraiment là qu'on retrouvera les orages les plus forts avec à nouveau donc des cumuls de pluie importants, de bonnes rafales de vent ou encore de la grêle. Et puis à l'arrière, le fameux ciel de traîne assez actif avec beaucoup de nuages, des averses et aussi un vent sensible, des rafales entre 50 et 60 km/h. À noter toujours un temps un peu plus sec pour les régions méditerranéennes. Les températures le matin, elles seront comprises entre 14 et 23 degrés, donc 14 à Aurillac ainsi qu'à Brest. Il fera 16 en Alsace à Strasbourg, 23 degrés pour Nice ou encore à Ajaccio. Et puis dans le courant de l'après-midi, on voit bien la limite entre l'air plus frais qui est arrivé à l'ouest et l'air chaud sur l'est et donc qui permet la formation de ces orages avec 24 à Paris, mais encore 33 degrés dans le centre-est du côté de Grenoble. Pour la journée de lundi, un temps encore assez instable, notamment sur toute la moitié nord, avec des averses, quelques coups de tonnerre possibles, du vent. Les températures continuent de chuter, mais retrouvent donc les normales de saison. Et pour la journée de mardi, on retrouvera un temps un peu plus calme, notamment sur toutes les régions de la moitié sud, avec des températures estivales sur le bord de la Méditerranée. Et puis à nouveau, donc une nouvelle perturbation qui arrivera par la pointe bretonne.
C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec autoiture.com. Un toit refait à neuf et en express. Autoiture.com. C'était votre programme avec l'Azérostop, centre Stop Tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur l'azérostop.com. C'était la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. Poussez la clim à fond. Exploitez le sous-sol au maximum. Profitez toujours plus des ressources. Nous sommes 100% pour. Mais quand c'est la nature qui le fait elle-même. Parce que c'est elle qui nous permet de vivre. Ensemble, protégeons et restaurons la biodiversité. Il est 11h30 et c'est l'heure de l'aquagym. On se retrouve à la piscine avec vos plus beaux maillots. Les maillots de bain Tissaya à seulement 6 € pour l'adulte et 4 € pour l'enfant. En exclusivité chez Leclerc. Leclerc. Pourquoi la MAF? Parce qu'à la MAF, j'ai l'assurance habitation 100% en ligne, quels sont même les colocataires. Interesting. Coincé dans un anglais d'enfant? Progresser en anglais avec des leçons basées sur la vie réelle. Les amis, j'ai fait Comme J'aime il y a 7 ans et j'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Comme J'aime, ça marche pour tout le monde. Angélique, 36 ans de Cournon d'Auvergne, conseillère financière, a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Benjamin, 51 ans de Nantes, travaille dans le transport routier de marchandises, a perdu 28 kilos en 10 mois. Sandrine, 52 ans qui habite Paris, contrôleur de gestion, a perdu 21 kilos en 1 an. Alors pour perdre du poids, profitez de notre offre exceptionnelle pour l'été, moins 100 € sur votre premier colis. Rendez-vous maintenant sur comegeme.fr, c'est important.fr. Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, il n'y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein. Monsieur Maurice. Enedis branche les collectivités à des solutions innovantes pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. We are floating peacefully in the shades of green. To you, my heart grows. Le dispositif Mon Leasing électrique revient avec Renault 4. Inscription sur Renault.fr. Nombre de bénéficiaires limité. Chacun profite de sa piscine comme il l'entend. Pour faciliter l'entretien, en tout cas, c'est Toucan. Toucan, les produits malins pour tous les bassins. Retrouvez toute notre gamme sur toucan.fr. Depuis 10 ans, le confort des matelas Emma fait beaucoup de bruit. Car avec les matelas Emma, c'est 10 ans de confort garanti. Un matelas qui s'adapte à votre corps, vous enveloppe de fraîcheur et vous soutient là où vous en avez le plus besoin. Emma, des matelas conçus pour une décennie de... Profitez des soldes d'été avec jusqu'à moins 50% sur emma.fr. Les Schtroumpfs, le film. Attention, j'arrive! C'est un film familial, drôle, attachant, beaucoup d'action. On va montrer au monde réel de quel bois on se schtroumpf. La vie est bleue, tout est bleu. Ça m'a fait super rire. On est tout petit, on est tout mignon. Mignonnerie. Hyper sympa et j'ai adoré, je conseille. Accrochez-vous à vos bonnets. Je crois que je me suis schtroumpfée dessus. Les schtroumpfs, c'est trop bien. Actuellement au cinéma. Place au Peugeot 3008. Le SUV français technologique. Place au nouveau iCockpit avec son grand écran panoramique. Place au plaisir de conduite en 100% électrique ou en hybride. Jusqu'au 31 juillet, Peugeot vous offre jusqu'à 5 000 € d'avantages clients et 8 ans de garantie sur de nombreux modèles disponibles immédiatement. Don't give it to you. Wait for you to get it on
Ulysse et c'est réglé. BFM TV, il est quasiment 15h, vous êtes bienvenus dans l'après-midi info, on est ensemble jusqu'à 18h. À la une cet après-midi, une voiture a foncé dans la foule à Los Angeles à la mi-journée. Plusieurs dizaines de personnes ont été fauchées, certains sont dans un état critique. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur aurait perdu connaissance. Les dernières informations avec notre correspondante aux États-Unis, Karine Otten, dans un instant. Un couvre-feu pour lutter contre les criminels face à la multiplication des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Le maire de Nîmes va confiner les moins de 16 ans entre 21h et 6h du matin. Mesure effective dans certains quartiers de la ville, sensible dès lundi. François Bayrou se laisse l'été pour affiner son plan de redressement. Déclaration du Premier ministre à Pau en marge du départ de la 14e étape du Tour de France. Néanmoins, François Bayrou l'assume. Cela s'annonce complexe pour négocier avec les oppositions. Explication à suivre. Après les incendies, l'instabilité gagne le pays aujourd'hui avec 9 départements en vigilance orange orage. L'Auvergne a déjà subi plusieurs chutes de gros grêlons depuis ce matin. Les images et le point de situation dans cette édition. Et priorité au direct avec cette image en direct depuis Los Angeles. Vous le voyez, eh bien, ces rubalises et ces policiers qui sont devant cette boîte de nuit où plusieurs dizaines de personnes ont été fauchées cette nuit à la mi-journée en française et cette nuit à Los Angeles. On va retrouver notre correspondante aux États-Unis, Karine Otten. Karine, que s'est-il passé exactement? Que disent les autorités? Alors, les informations nous parviennent au compte-gouttes de la part de Los Angeles, mais on sait qu'un véhicule a foncé dans la foule vers 2h du matin, donc il y a un peu plus de 4 heures, dans ce quartier de West Hollywood, sur le boulevard Santa Monica, très précisément, aux abords d'une boîte de nuit. Elle a fauché cette foule qui attendait de rentrer dans cette boîte de nuit. Plus de 30 personnes ont été blessées, 13 sont dans un état grave ou très critique, en majorité des femmes. Sur les raisons, en revanche, de l'accident, pour l'instant, les médias rapportent différents éléments. Certains médias rapportent effectivement que le conducteur de ce véhicule aurait pu perdre connaissance, tandis que d'autres médias parlent aussi de secours qui ont repéré qu'une des victimes avait été blessée par balle. Donc il faut prendre ces informations avec beaucoup de précaution. L'enquête va se développer dans les minutes, dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Karine Otten pour ces précisions. En ce qui concerne donc ce drame survenu dans le quartier de East Hollywood à Los Angeles, sur la côte ouest américaine. Aux États-Unis, toujours après la publication d'un passage d'une lettre tendancieuse, Donald Trump contre-attaque le président des États-Unis qui porte plainte contre le Wall Street Journal pour diffamation. Il réclame au journal au moins 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Et pour autant, cette affaire embarrasse le clan Trump, notamment la base de soutien du président, qui demande plus de transparence. Explication Mathis Menu. 2003, Jeffrey Epstein célèbre son 50e anniversaire. Parmi les invités aurait figuré un certain Donald Trump, l'une des nombreuses stars membres de l'entourage du financier. Les deux hommes se fréquentent depuis les années 80 et font régulièrement la fête ensemble. Le milliardaire aurait donc accepté de lui écrire une lettre pour remplir un livre d'or. Joyeux anniversaire, et que chaque jour soit un nouveau secret merveilleux. Ces mots, c'est le Wall Street Journal qui les révèle dans un article publié jeudi. Le quotidien dit avoir examiné la lettre et affirme qu'elle serait accompagnée d'un croquis. Elle contient plusieurs lignes de texte dactylographiées, encadrées par le contour d'une femme nue, qui semble avoir été dessinée à la main avec un gros marqueur. Une paire de petits arcs indique les seins de la femme, et la signature du futur président est un Donald, gribouillé sous sa taille, imitant les poils pubiens. Le président américain dément être l'auteur du texte et du dessin. Il attaque le journal en justice et réclame 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Nous venons tout juste de déposer une poursuite judiciaire puissante contre toutes les personnes impliquées dans la publication de cet article mensonger, malveillant, diffamatoire, fake news paru dans le torchon inutile qu'est le Wall Street Journal. Un nouveau rebondissement dans une affaire devenue un boulet pour Donald Trump. Plusieurs théories du complot soutiennent que Jeffrey Epstein, inculpé pour trafic sexuel de mineurs en 2019, aurait tenu une liste secrète de clients sur laquelle figureraient plusieurs célébrités. Le FBI et le ministère de la Justice assurent qu'il n'existe aucune preuve. Indignation chez les Trumpistes qui reprochent au président de ne pas tout révéler de l'affaire comme il l'avait promis avant sa réélection. Tout ça n'est qu'un vaste canular perpétré par les démocrates.
Certains républicains stupides et idiots sont tombés dans le filet. Et donc ils essaient de faire le travail des démocrates. Face aux critiques, Donald Trump a demandé à un tribunal fédéral d'autoriser la publication des documents judiciaires ayant conduit à l'inculpation de Jeffrey Epstein. Retour en France, on vous emmène à Nîmes. Le maire de la ville adopte une mesure choc, un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans dans certains quartiers sensibles. Une mesure qui sera instaurée dès lundi entre 21h et 6h du matin. Décision prise en réponse aux récentes violences qui ont éclaté dans la ville, notamment plusieurs fusillades sur fond de règlement de compte. En début de semaine, le corps d'un jeune homme de 19 ans a été retrouvé à quelques kilomètres. Il allait la Flailly, Louison Gasnier. À partir de lundi, les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés ne pourront plus circuler librement dans plusieurs quartiers prioritaires de Nîmes. La mairie a décidé de mettre en place un couvre-feu entre 21h et 6h du matin, une mesure restrictive qui divise les Nîmois. À 21h, les mineurs, ils doivent être chez eux ou alors les parents savoir où ils sont et puis avoir un regard sur eux, voilà, normal. Je pense que le problème, il n'est pas là, quoi. Le problème, il y a un problème soit de misère, soit de travail dans ces quartiers-là, pas forcément s'en prendre aux jeunes. La découverte du corps d'un jeune homme de 19 ans tué par balle et partiellement calciné dans un village proche de Nîmes mardi, puis une fusillade jeudi sur l'une des places principales du quartier Pisevin. Une succession d'actes criminels liés au trafic de drogue qui a poussé le maire de Nîmes à instaurer un couvre-feu pour 15 jours. Dans un communiqué, il évoque une mesure préventive destinée à protéger les mineurs. Le sang coule régulièrement, les morts s'additionnent, les règlements de compte s'enchaînent. Je ne peux concevoir qu'une jeunesse se détruise ainsi. Une violence de plus en plus présente, constatée par les forces de l'ordre, face à des trafiquants de drogue qui n'hésitent pas à menacer les habitants. Pisevin a passé un cap avec ce message où il demande aux mères de famille de ne pas envoyer leurs enfants chercher le pain, sinon les enfants seront des cibles, ou même les enfants de 5 ans. Comme Nîmes, plusieurs communes, notamment dans les Yvelines, le Rhône ou les Bouches-du-Rhône, ont instauré des couvre-feux pour les mineurs afin de lutter contre la délinquance. Un couvre-feu pour les mineurs, est-ce que c'est une bonne solution pour endiguer ces violences? On va réécouter justement Mélissa Gilles, cette représentante dans le Gard du syndicat Alliance Police. Oui, alors effectivement, ça va nous permettre de contrôler l'ensemble de la population dans ces quartiers, justement. Donc ça va nous aider à contrôler les narcotrafiquants de la même manière, en fait. Le problème, c'est que ce genre de procédé n'a pas lieu de tenir dans la durée, en fait. Ça ne peut être que ponctuel. Et pour mettre fin aux narcotrafiquants et protéger les habitants de ces quartiers qui subissent ces problématiques, il faudrait prendre des mesures plus pérennes. Qu'est-ce que sont ces mesures plus pérennes que vous évoquez ? Alors pour notre part, en fait, on souhaiterait avoir un mouvement de mutation, ce que nous on appelle un APC, c'est un mouvement de mutation de fonctionnaires de police pour le département du Gard, puisque nous n'avons pas que Nîmes qui est sujet à ces problématiques, nous avons aussi Bagnols et Alès, et du coup nous souhaiterons avoir des renforts d'effectifs en police judiciaire, en voie publique, mais aussi dans les renseignements territoriaux pour mener à bien nos missions et combattre les narcotrafiquants. Donc plus d'effectifs, c'est ce que vous demandez pour combattre ce problème. L'un des quartiers spécialement visés par ces mesures le plus concerné, c'est Pisevin. À quelles difficultés concrètement vous êtes confrontés au quotidien ? Les quartiers de Nîmes, il y en a 4. Il y a le quartier de Pisevin qui est la ZUP Sud, on a le quartier de Val-de-Gour qui est la ZUM Nord, on a le Mas-de-Mengue et le Chemin Bas. Ces 4 quartiers en fait sont soumis au régime des narcotrafiquants régulièrement. Le problème, c'est que pour mener à bien des enquêtes et faire tomber les têtes entre guillemets, ce sont des enquêtes qui sont très longues, des présences policières qui doivent être nombreuses et régulières. Et en l'occurrence, on n'a pas la possibilité d'effectuer ça de manière quotidienne. On n'a pas assez d'effectifs. Donc effectivement, Pisevin a passé un cap avec ce message où il demande aux mères de famille de ne pas envoyer leurs enfants chercher le pain, sinon les enfants seront des cibles, ou même les enfants de 5 ans. Donc effectivement, ils ont passé un cap. Et je pense que ce cap-là est inacceptable pour nous, en fait, pour la police nationale.
Ce couvre-feu va concerner seulement les mineurs. Est-ce que ce n'est pas un petit peu léger pour vous aider à stopper le narcotrafic dans la ville et dans ces quartiers ? Bon, effectivement, c'est léger, mais c'est déjà une bonne chose parce que il faut savoir que les narcotrafiquants ont quand même un âge entre 15 et 18 ans ou 19 ans. Enfin, ce n'est pas des hommes de 30 ans qui effectuent des choufs, comme nous on appelle, donc qui guettent ou qui vendent du stup ou qui vont faire des fusillades. Ce sont souvent des jeunes hommes. Donc ça va nous permettre de limiter un petit peu les problématiques. Par contre, comme je vous ai dit, ça ne peut pas être une chose à faire de manière quotidienne. Ce n'est pas possible d'instaurer un couvre-feu de manière pérenne. Ça ne se verra pas et je pense que ça ne se fera pas. Donc en fait, là, on est sur effectivement un couvre-feu qui va durer un certain temps avec des renforts que nous avons vu arriver de CRS, des renforts zonaux que nous appelons. C'est des fonctionnaires qui viennent de Toulouse, de Marseille, etc. mais qui ne connaissent pas nos quartiers, même s'ils vont nous faire une présence policière. Je n'ai toujours pas assez d'effectifs en judiciaire pour mener à bien toutes les infractions qui vont être amenées à mes collègues en judiciaire. Et du coup, ça ne va faire que repousser la problématique en fait. Mélissa Gilles, on vous sent un petit peu dans l'inconfort vis-à-vis de ce trafic de drogue. Pourtant, l'année dernière, on se souvient, il y a eu ces fameux déploiements d'opérations Place Nette un peu partout en France et Nîmes avait été particulièrement concernée. Est-ce que selon vous, ça n'a pas donné de résultat ? Pour combattre, et je maintiens, pour combattre les narcotrafiquants dans les quartiers, il faut avoir des fonctionnaires qui soient formés sur ces quartiers et qui aient l'habitude de ces quartiers et des fonctionnaires qui travaillent en police judiciaire et qui mènent les enquêtes pour les faire tomber. Ce n'est pas des opérations Place Nette, ce n'est pas des renforts ponctuels qui vont nous aider. Ça ne fait que reporter la problématique. En fait, là, ils vont être présents pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois et en septembre, on aura toujours les mêmes problèmes parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est les faire tous tomber et tous les mettre en prison, en fait. La politique et François Bayrou qui réagit pour la première fois à ces annonces concernant le budget 2026. Le Premier ministre était à Pau, dans sa ville, vous le voyez, pour le départ de la 14e étape du Tour de France. Et Edgar Becquet, vous avez suivi le déplacement du Premier ministre. Il se laisse l'été pour, je cite, affiner son plan de redressement. Mais il est conscient, François Bayrou, que ça semble complexe. Oui, en fait, François Bayrou, aux alentours de midi, a inauguré un totem à l'effigie du champion Tadej Pogačar. Les deux hommes ont d'ailleurs posé côte à côte devant ce totem. Alors, il faut dire qu'il y a de nombreux points communs entre un coureur cycliste comme Pogačar et le Premier ministre. Le plus dur dans une course, c'est de gravir des cols, des sommets. Aujourd'hui, pour Pogačar, ce sera le col du Tourmalet. Et à la rentrée, pour François Bayrou, ce sera l'Himalaya, pour reprendre sa fameuse expression d'Himalaya des difficultés. Le Premier ministre qui nous a confié ne pas vouloir mélanger Tour de France et politique lorsque l'on l'a interrogé ce midi avec Valentin Rivolier. Mais il nous a tout de même confié qu'il allait se laisser 2 mois pour finaliser son projet de budget. Écoutez-le. Il y aura probablement toutes sortes de prises de parole pour préciser, affiner, répondre, tout ça. On a 2 mois devant nous pour que ce plan trouve son achèvement. Voilà le chef du gouvernement qui suit cette 14e étape du Tour de France dans la voiture de Christian Prudhomme. C'est le directeur de ce tour, comme l'a fait ce jeudi le chef de l'État Emmanuel Macron. Une parenthèse détente, une parenthèse Tour de France pour François Bayrou qui est plus que jamais sous la menace d'une motion de censure. Edgar, les oppositions menacent de le censurer et même dans son propre camp, on critique son plan d'urgence. Oui, que les oppositions menacent de le censurer, ce n'est pas une surprise, que le RN ou la gauche expliquent ne pas vouloir voter ce budget en l'état, c'est assez normal. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est d'entendre des critiques, des remarques au sein même de ce bloc central. Je vais vous donner 2 exemples. Édouard Philippe, ancien Premier ministre et pourtant président d'un parti allié au bloc central. Édouard Philippe, il estime que ce plan d'urgence présenté
par François Bayrou, je cite, ne résoudra pas le problème. Autre exemple, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, il estime, lui, que le chef du gouvernement n'a pas assez parlé d'immigration lors de son point presse de mardi, où le Premier ministre a fait des annonces sur son projet de budget. L'immigration ne doit pas être un tabou, a dit ce week-end Bruno Retailleau. Merci Edgar Becquet avec Valentin Rivoli en direct de Pau pour BFM TV. Tout autre sujet, la météo et ces cartes qui sont radicalement opposées entre hier et aujourd'hui. Virginie Ilson, vous êtes notre spécialiste pour nous en parler aujourd'hui avec ces 9 départements qui sont aujourd'hui concernés par une vigilance orange. Orage. Voilà, a priori encore pour quelques heures puisque la situation est globalement à l'accalmie sur toute cette zone. Donc on a donc toujours 9 départements, Allier, Puy-de-Dôme, Rhône, Loire, en allant aussi vers l'Ain et l'Isère qui sont placés en vigilance orange donc pour ces forts orages. C'est vraiment la zone de contact entre l'air plus chaud qui est remonté de Méditerranée, l'air plus frais qui est arrivé par l'ouest. Et donc sous les orages, on a quand même perdu plus de 10 degrés en l'espace de 24 heures. Sur cette carte, donc c'est l'animation radar. Vous voyez donc les taches colorées, ce sont les impacts de foudre, donc en direct, des orages qui sont remontés de la région Languedoc-Roussillon ce matin vers l'ouest de l'Auvergne, où on a quand même relevé de bonnes pluies sous les cellules orageuses les plus virulentes, 10 à 30 mm très localement. Et là, donc tout ça est en train de se décaler vers l'est. L'Ain, l'Isère sont encore concernés à l'heure actuelle. Ça remonte aussi vers le nord-est, même si c'est vrai que ces départements ne sont pas placés en vigilance orange donc pour le moment. Donc avec encore de bons orages à l'heure actuelle. Et puis on va surveiller ce qui va se passer plutôt pour demain. Virginie, vous évoquiez la pluie qui est tombée abondamment en Auvergne, mais il y avait également des gros grêlons dans le Puy-de-Dôme, on va les voir apparaître à l'image. Est-ce que ce risque de grêle va perdurer dans les prochaines heures sur ces départements en vigilance orange? Alors, comme je le disais, c'est en train de se calmer, mais en tout cas, c'était un paramètre qui était vraiment sous surveillance. On surveillait la pluie, avec donc des intensités horaires qui étaient quand même assez importantes, et donc la grêle. Et on parle plutôt d'une zone, c'est difficile donc d'évaluer exactement les zones vraiment d'impact de ces grêlons, puisqu'ils se forment dans les cellules orageuses. Et donc, vous savez que ce sont des phénomènes très localisés et donc très difficiles à donc prévoir avec précision. Alors, ce qu'on sait sur les prochaines heures, en tout cas, Virginie. Oui, alors c'est en train de se calmer. Donc, actuellement, la dégradation va se décaler à l'est. En revanche, c'est pas tout à fait terminé pour le week-end puisqu'on a de nouveaux orages qui arrivent par le nord-ouest pour la journée de demain, avec à nouveau quasiment la même zone qui sera concernée demain après-midi par ces forts orages. Vous le voyez sur cette carte. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Alsace, Lorraine, avec probablement une nouvelle vigilance orange qui sera lancée tout à l'heure, soit à 16h, soit finalement demain matin. Merci beaucoup Virginie, on va suivre ça évidemment avec attention. Et ces orages, ils ont permis aux pompiers d'avancer dans la lutte contre les flammes, notamment en Bretagne, avec ces pluies qui ont permis de noyer ces derniers foyers. Des feux également qui est fixé à Martigues, fixé à Martigues dans le sud-est de la France. Et d'ailleurs, les Provençaux, face au risque de feux de forêt, eh bien, ils s'équipent de plus en plus car il existe plusieurs solutions pour protéger sa maison. Et les produits phares du moment, ce sont ces fameuses motopompes dont les ventes, vous allez le voir, explosent dans le sud-est du pays. Reportage dans les Bouches-du-Rhône de Marie Debay. Philippe vient de faire une nouvelle acquisition. Allez. Une motopompe qui peut couvrir un périmètre de 50 mètres autour de sa piscine. Rassurant pour cet habitant, sa maison est entourée de végétation. Il me semblait opportun. Il me semblait opportun, vu l'évolution du climat, de m'équiper d'un système qui permettait, après appel des pompiers bien évidemment, de pouvoir protéger un minimum l'entourage de la maison. Il suffit de placer le tuyau dans la piscine, d'allumer l'engin et de choisir la position de la lance. Un jet de défense va faire un mur un mur d'eau face à votre piscine, va aller beaucoup plus loin pour justement essayer d'atténuer les feux qui vont commencer à arriver près de chez vous. Ces mini lance-incendies sont commercialisés depuis 2 ans et la demande ne cesse d'augmenter, déjà 5000 foyers français équipés. Il y a de plus en plus de feux et de départs de feux qui sont aussi actualisés et cette tendance un petit peu anxiogène font que les personnes effectivement font de plus en plus appel à ces produits-là pour s'autoprotéger. D'autres solutions existent, comme par exemple cette grenade anti-incendie. Là aussi, les Provençaux se l'arrachent. Les ventes ont été multipliées par 3 en 1 an.
Il y a 5 ans, 10 ans en arrière, je ne pense pas qu'on aurait le succès qu'on a aujourd'hui. On s'aperçoit que les gens sont hypersensibles au risque incendie. Pour rappel, le risque incendie reste encore très élevé dans la région. Il est recommandé de suivre les indications des autorités. 15h18, tout de suite l'infotrafic. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Et si vous prenez la route aujourd'hui ou si vous êtes déjà sur la route, il va peut-être falloir s'armer de patience. Bison futé, voire rouge sur tout le pays dans le sens des départs. C'est rouge aussi dans le sens des retours dans le Grand Ouest et sur le pourtour méditerranéen. En revanche, demain, ça s'améliore. Dans le sens des départs, ce sera un peu plus compliqué. En revanche, dans le sens des retours sur le quart sud-est, vous voyez, Bison futé annonce du orange. Et justement, on reste sur la route des vacances. Plus précisément, sur l'A13, en direction de la Normandie. Vous l'avez peut-être constaté, il n'y a plus de barrière de péage depuis décembre dernier. Attention, il faut quand même payer. Vous ne vous exonérez pas de votre redevance. Il faut toujours payer. Toujours. Les touristes ne le savent pas toujours. Malheureusement, nous aussi, on peut aussi méprendre. Il y a quand même quelques arnaques également, des arnaqueurs qui en profitent. Regardez ce reportage d'Emeline Darcourt, Chloé Giraud avec Marius Noël. Le message est répété tout au long de la 13, flux libre pour cette autoroute. Ça veut dire pas de barrière de péage, le paiement se fait sur Internet ou chez un buraliste. Mais pour les touristes étrangers, difficile de s'y retrouver. J'ai vu à l'autoroute que je dois payer en ligne, mais je dois trouver quelques informations comment faire les paiements. C'était en français tellement, alors peut-être fait aussi en anglais. Et en effet, sur le trajet que notre équipe a parcouru, pas une seule pancarte en anglais. Ivana, touriste tchèque, ne savait même pas qu'elle devait payer. Non, j'ai vu sur Internet qu'on devait payer, mais je n'ai pas vu de péage, donc non. Ce n'est pas clair. Je pense que pour un étranger, c'est incompréhensible. Christian et Marie, eux, sont français. Ils ont lu les panneaux, mais regrettent le manque de clarté. Au niveau se créer un compte, c'était compliqué. Une personne âgée, je pense qu'elle se fait avoir. C'est pas elle qui n'a pas Internet qui va aller sur Internet. Attention au paiement non fait, les automobilistes négligents auront ce genre de message. Ici, 90 € de majoration pour un délai supérieur à 15 jours. Passé 2 mois, la facture monte à 375 €. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Restez bien avec nous dans un instant, nous reviendrons sur la mise en examen de ces 4 policiers à Garges-les-Gonesse pour violence sur un mineur de 17 ans la nuit du 14 juillet. Le jeune de 17 ans assure qu'il a été emmené dans une voiture de police avant d'être relâché à proximité d'un bois. Les policiers contestent les faits. À tout de suite. Énergie 371 cacal. C'est quoi cacal? Kilocalories. Sel, 29 grammes. 0,29 ou 29? 2,8 puis 0,4 puis 72 puis 5,1 plus... Matière grasse, 20,6 grammes. Donne-moi le numéro, je vais les appeler. C'est parfois compliqué de savoir ce qu'on mange. Le Nutri-Score évolue pour vous aider à mieux décrypter la qualité nutritionnelle des produits. C'est bon quand même. Nouveau Nutri-Score, encore plus juste, encore plus utile. Aujourd'hui, on va parler de toit. Avec le temps, votre toit se fragilise, créant des problèmes d'infiltration et d'isolation. Mais avec hautoiture.com, refaites votre toit en express. Remplacement de l'étanchéité, de lito et de tuiles. Pour un toit neuf et garanti 10 ans. Inscrivez-vous sur hautoiture.com pour un devis immédiat. Hautoiture.com. À partir d'un certain âge, c'est tout votre métabolisme qui peut être ralenti. Et certaines femmes peuvent prendre du poids. Nous avons pensé à vous. C'est pourquoi, comme j'aime à développer Nutri55. Un programme de perte de poids adapté à nos besoins. Plus riche en protéines. Pour limiter les fringales et garder de l'énergie. Je revis. J'ai enfin réussi à perdre du poids. Alors commandez Nutri55 et profitez de notre offre exceptionnelle pour l'été. Moins 100 € sur votre premier colis. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr. commej'aime.fr.
Bonjour monsieur, c'est le drive. Oui, bien sûr, montez. J'espère que vous aimez les pâtes. Hein. Ulysse, et c'est réglé. Chacun profite de sa piscine comme il l'entend. Pour faciliter l'entretien, en tout cas, c'est Toucan. Toucan, les produits malins pour tous les bassins. Retrouvez toute notre gamme sur toucan.fr. Cet été chez McDonald's, pas besoin de voyager pour goûter les meilleures recettes McDo du monde. Québec, excellent. Chongwa, Oslo, Nihon, Oishi, England, wonderful. Et franchement, ça va être incroyable. Pas comme mon accent, quoi. Cet été, croquez le monde chez McDonald's. Contrairement à ce que tout le monde pense, on peut vivre sans connexion. Et tout le monde, hein. En vrai, il y a déjà plein de moments où on n'est pas connecté. Il y a même des endroits où on n'en a pas besoin. Et plein de moments aussi où on a mieux à faire. Tout ça pour dire qu'on n'est pas toujours obligé d'être connecté. Mais bon, c'est vrai aussi que parfois... T'as du réseau? Non, j'ai rien. Une bonne connexion, ça aide. C'est pour ça que choisir Orange, c'est choisir le réseau mobile numéro 1. On est là, mais bon, seulement si vous en avez besoin. Orange est là. L'événement cinéma de vos vacances est arrivé, alors réservez vos places. Attention, j'arrive! Et préparez-vous. Et préparez-vous. Et Merci, Schtroumpf maladroit. Et préparez-vous On va montrer au monde réel de quel bois on se Schtroumpf. pour la plus grande des aventures. On est peut-être tout petit, on est peut-être tout mignon. Nous pouvons schtroumpfer des montagnes. Accrochez-vous à vos bonnets. Schtroumpf bruteur, tu peux reculer, s'il te plaît? Les Schtroumpfs, le film, actuellement au cinéma. Jules Verne, plongé dans l'œuvre de ce génie visionnaire avec la réédition exceptionnelle de la collection Hetzel en format miniature collector. Le numéro 1 Voyage au centre de la Terre, 1 € seulement. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. Théo, avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Soyez serein devant la météo avec autoiture.com. Un toit refait à neuf et en express. Autoiture.com. Votre programme avec l'Azérostop, centre stop tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur l'azérostop.com. C'est la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. La météo va rester bien agitée ce dimanche avec à nouveau des orages sous surveillance, tout particulièrement entre l'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la Bourgogne-Franche-Comté. L'Alsace, la Lorraine seront aussi concernés. Donc la situation a bien évolué. On a donc désormais cette dépression qui nous influence, que vous voyez là, ce bel enroulement nuageux. Alors vous voyez vraiment ces deux perturbations. La première qui nous a concerné ce samedi avec ces orages violents, notamment sur le centre-est, qui se décale vers l'Europe centrale, et une autre qui aborde donc la Bretagne qu'on va retrouver donc pour ce dimanche matin. Donc sur tout le nord-ouest, elle donnera des averses à caractère là aussi orageux. Partout ailleurs, le temps sera un petit peu plus calme avec à nouveau donc beaucoup de soleil entre le sud-est et la Corse. Et puis dans le courant de l'après-midi, la perturbation va se décaler. On va la retrouver entre le Massif central en remontant vers l'Alsace, la Lorraine. C'est vraiment là qu'on retrouvera les orages les plus forts avec à nouveau donc des cumuls de pluie importants, de bonnes rafales de vent ou encore de la grêle. Et puis à l'arrière, le fameux ciel de traîne assez actif avec beaucoup de nuages, des averses et aussi un vent sensible, des rafales entre 50 et 60 km/h. À noter toujours un temps un peu plus sec pour les régions méditerranéennes. Les températures le matin, elles seront comprises entre 14 et 23 degrés, donc 14 à Aurillac ainsi qu'à Brest. Il fera 16 en Alsace à Strasbourg, 23 degrés pour Nice ou encore à Ajaccio. Et puis dans le courant de l'après-midi, on voit bien la limite entre l'air plus frais qui est arrivé à l'ouest et l'air chaud sur l'est et donc qui permet la formation de ces orages avec 24
24 à Paris, mais encore 33 degrés dans le centre-est du côté de Grenoble. Pour la journée de lundi, un temps encore assez instable, notamment sur toute la moitié nord, avec des averses, quelques coups de tonnerre possibles, du vent. Les températures continuent de chuter, mais retrouvent donc les normales de saison. Et pour la journée de mardi, on retrouvera un temps un peu plus calme, notamment sur toutes les régions de la moitié sud, avec des températures estivales sur le bord de la Méditerranée. Et puis à nouveau, donc une nouvelle perturbation qui arrivera par la pointe bretonne. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec autoiture.com. Un toit refait à neuf et en express. Autoiture.com. C'était votre programme avec l'Azérostop, centre Stop Tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur l'azérostop.com. C'était la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. 15h30, merci de nous rejoindre sur BFM TV. Vous regardez l'après-midi info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Au programme cet après-midi, ces 4 policiers mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour violence sur un mineur de 17 ans. Ils sont accusés d'avoir passé à tabac l'adolescent dans la nuit du 14 juillet à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Les fonctionnaires nient les faits. On fait le point dans un instant avec Mathias Tesson en plateau et Laura Baquet en direct sur place. À l'étranger, au moins 30 blessés à Los Angeles, aux États-Unis, plusieurs dans un état grave. Une voiture a foncé dans la foule à la mi-journée. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que le chauffeur a perdu connaissance. Les dernières informations dans ce journal. Le torchon brûle entre Donald Trump et Rupert Murdoch. Le président américain porte plainte contre le Wall Street Journal, dont le magnat de la presse est propriétaire, et il réclame 10 milliards de dollars. Il l'accuse de diffamation après un article sur une lettre salace écrite au pédocriminel Jeffrey Epstein il y a plus de 20 ans et qu'il attribue à Donald Trump. Et puis attention aux orages, notamment si vous êtes sur la route des vacances. Météo France a placé 9 départements du centre-est en alerte orange. De fortes pluies circulent sur ce secteur. Des chutes de grêle ne sont pas exclues. Les dernières prévisions de Virginie Hilson à suivre. Mais tout d'abord, nous vous le disions en titre, ces 4 policiers qui ont donc été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire dans le Val d'Oise. On fait le point avec Mathias Tesson du service police-justice de BFM TV. Avec ces 4 fonctionnaires donc accusés d'avoir commis des violences sur un adolescent de 17 ans, c'était la nuit du 14 juillet. Oui, les faits remontent effectivement au 14 juillet dernier, aux alentours de 23h, du côté de Garges-les-Gonesse, dans le département du Val d'Oise. 23h, c'est l'heure à laquelle ce jeune homme mineur de 17 ans, prénommé Ali, va à la fois appeler les pompiers mais également ses proches pour expliquer qu'il a été victime de violences de la part de fonctionnaires de police. Il présente à ce moment-là des blessures au visage et il explique qu'il a été monté de force dans un véhicule de police après une course-poursuite à pied, puis avoir subi des coups avant d'être in fine relâché. Le lendemain de cette affaire, le parquet de Pontoise a décidé d'ouvrir une enquête. Le 17 juillet, les 4 policiers ont été placés en garde à vue et hier, ils ont effectivement été mis en examen des chefs de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, aggravée par 2 circonstances. Par personne de dépositaire de l'autorité publique, parce qu'ils sont policiers, ainsi qu'en réunion, parce qu'ils sont donc plusieurs. À noter qu'ils ont été également mis en examen pour faux, parce qu'il leur est reproché d'avoir menti sur le récit qu'ils ont fait de leur intervention cette nuit-là, cette soirée-là. Depuis, ils ont donc été mis en examen, placés sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction d'exercer leur métier de policier. Alors Mathias, les policiers contestent les faits qui leur sont reprochés et on précise qu'ils sont toujours présumés innocents. Oui, absolument. C'est une nouvelle fois, et c'est assez classique, hélas, dans ce genre d'affaires, c'est version contre version. Selon nos informations, les policiers ont expliqué avoir procédé à ce contrôle à proximité d'un point de deal. C'est là que, toujours selon leur version, le jeune homme aurait pris la fuite avant de revenir quelques temps plus tard. Si ces policiers admettent bel et bien avoir fait monter ce jeune homme dans leur véhicule pour procéder à son contrôle, ils contestent en revanche, on l'a compris, toute violence, et ils expliquent surtout l'avoir relâché au lieu souhaité par le jeune homme. Mais s'ils ont été mis en examen, et c'est important de le rappeler, ça veut dire qu'il existe des indices graves et concordants permettant de penser qu'ils ont bel et bien commis les faits qui leur sont reprochés.
Merci Mathias. Et justement, on prend la direction de Garges-les-Gonesse pour vous retrouver Laura Baquet. Vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Là-bas, la famille de la victime présumée s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour donner sa version des faits. Oui, tout à fait. Sur une vidéo postée sur Instagram, la sœur de la victime et la victime s'expriment ensemble. Le ton est calme, mais les mots sont forts. Je cite, « Ils font du strike avec les petits enfants noirs. Que fait la police ?» demande la sœur. Ils sont censés être là pour nous. Elle affirme ressentir un véritable sentiment d'insécurité. Et dans cette vidéo, la victime présumée raconte également les détails de son agression. Lui, on va le niquer, aurait-il entendu avant de se mettre à courir. Il raconte également comment il aurait été laissé pour compte tout seul après avoir été battu. Il aurait pu y rester, affirme sa sœur. La famille est encore sous le choc et ici à Garges-les-Gonesse, près du lieu où a eu lieu, près de l'endroit où a eu lieu l'agression, les habitants avec qui nous avons pu échanger nous confirment eux aussi être inquiets suite à cette affaire. La sœur parle d'un acte ignoble et lâche et elle demande au maire d'être impartial dans cette affaire. Le maire qui s'est exprimé également sur les réseaux sociaux pour apporter tout son soutien à la famille. Laura Baquet depuis Garges-les-Gonesse sur des images de Sébastien Savoie. C'est une guérilla urbaine, dénonce le maire de Limoges. Des heurts ont éclaté la nuit dernière entre une centaine d'individus masqués et armés, vous le voyez sur ces images, et des membres des forces de l'ordre entre 1h et 4h du matin. 10 policiers ont été blessés, Fanny. Les individus ont attaqué des véhicules en circulation, notamment, vous le voyez, avec des tirs de mortier d'artifice, avec des jets de pierre également. Les forces de l'ordre ont, elles, fait usage de lanceurs de balles de défense ainsi que de gaz lacrymogène. Le ministère de l'Intérieur annonce le déploiement de la CRS 82 en renfort. D'autres heurts avaient déjà eu lieu dans la même zone le soir du 14 juillet. La politique, à présent, 4 jours après l'annonce de son plan budgétaire de lutte contre la dette, c'est en qualité de maire de Pau que François Bayrou était présent dans la commune à la mi-journée pour y lancer la 14e étape du Tour de France. Une parenthèse qui n'efface pas la réalité du travail qui reste à accomplir pour convaincre les nombreux détracteurs de ces mesures. Il y aura probablement toutes sortes de prises de parole pour préciser, affiner, répondre, tout ça. On a 2 mois devant nous pour que ce plan trouve son achèvement. On continue d'en parler avec vous, Mathieu Covache du service politique de BFM TV. Mathieu, 2 mois pour que son plan trouve un achèvement. Cela paraît un petit peu nébuleux. Quelle est la méthode de François Bayrou pour s'en sortir avec ce budget 2026 très controversé? Alors elle s'appuie sur quelque chose que l'on connaît tous, qu'on va peut-être expérimenter bientôt. D'assez simple, le calendrier, les vacances scolaires, un moment entre amis, en famille, où les Français ont plus que le reste de l'année le temps de discuter de ces mesures extrêmement clivantes. Et en fait, ce que fait François Bayrou, c'est qu'il met ces concepts de 5e semaine de congés travaillés rémunérés, de contribution des retraités, de suppression des jours fériés à la table du déjeuner des Français pendant ces vacances scolaires. Et il a l'espoir, en tout cas, que ces débats vont apporter, peut-être dans le cours de l'été, un certain apaisement. Vous pouvez faire l'essai à la maison, ça marche à tous les coups. Ce sont des sujets qui nous parlent, qui nous touchent, parce qu'ils concernent notre porte-monnaie, notre façon de travailler. Et donc, il a fait le choix de ce calendrier qui s'inscrit finalement à l'opposé de ce qu'a fait Emmanuel Macron tous les ans depuis qu'il est président, c'est-à-dire s'enfermer à Brégançon au mois d'août, consulter les uns les autres en privé, parfois leur dire d'ailleurs des choses différentes pour essayer de surprendre à la rentrée. Il décide toujours au dernier moment, le président de la République, ça lui a joué des tours parce qu'il a rencontré des frondes parfois à la rentrée. Eh bien François Bayrou, lui, il se dit qu'il va, en mettant ses idées dans l'atmosphère en quelque sorte des vacances, apaiser les esprits, faire accepter ses idées et puis laisser aussi ses opposants travailler. Alors d'ailleurs, on les entend un petit peu moins parce que eux aussi ils sont en vacances. L'Assemblée nationale travaille toute l'année très dur et donc il y aura un peu moins de contestation cet été. Ça fait aussi partie finalement de la stratégie de François Bayrou. Je ne peux pas vous dire que ça va marcher, mais on pourrait appeler ça en quelque sorte la stratégie anti-gilet jaune, l'inverse finalement de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis qu'il est président. Alors François Bayrou qui compte sur cet apaisement estival du côté en tout cas de la population et peut-être de certains politiques, mais on sait que quand même sur la table il y a ces menaces de motion de censure dans l'opposition.
C'est vrai qu'il y a ces menaces de motion de censure, mais il aurait pu attendre septembre, comme tout le monde, pour faire ces annonces. Sauf que, finalement, en politique, 2 ou 3 mois, parce que la censure, elle arrivera à l'automne, si elle arrive, ce sont des années. Et François Bayrou, eh bien, il préfère jouer la montre. Il était sur le Tour de France tout à l'heure, c'est peut-être un signe. Il sait que ce temps va jouer en sa faveur et pas l'inverse, y compris face à cette motion de censure. Et puis de toute façon, il sait très bien qu'il n'a aucune maîtrise finalement de tout cela. Donc autant jouer le calendrier que l'affrontement extrêmement violent qui aura peut-être lieu à la rentrée. Merci beaucoup Mathieu pour cette analyse. On part aux États-Unis maintenant après la publication de passage d'une lettre de tendancieuse. Donald Trump contre-attaque. Le président des États-Unis porte plainte contre le Wall Street Journal pour diffamation. Il réclame au journal 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. On prend la direction des États-Unis, New York, pour vous retrouver Karine Houten. Donald Trump qui assure qu'il n'est pas l'auteur de cette lettre controversée qui a été écrite en 2003, on le rappelle, pour Jeffrey Epstein. Oui, le président américain dément catégoriquement être l'auteur de cette lettre et du croquis salace qui l'accompagne, mais il a du mal à convaincre. Hier, il a d'abord dit que cela ne pouvait pas être lui puisqu'il ne savait pas dessiner. Le New York Times a immédiatement ressorti de ses archives des dessins de Donald Trump vendus aux enchères. Or, ces croquis ont été faits au marqueur, c'est-à-dire dans la même veine que le dessin qui a été laissé dans le livre d'or pour Jeffrey Epstein. Et puis surtout, on a eu vent des rumeurs de menaces que Donald Trump aurait proférées contre Rupert Murdoch. Les deux hommes étaient dans le stade, le MetLife Stadium, pour la finale de la Coupe du Monde des clubs dimanche dernier. Le président américain aurait mis en garde le milliardaire de ne pas autoriser la publication de cet article, mais Rupert Murdoch a tout de même donné le feu vert et il se retrouve ainsi poursuivi pour diffamation. La diffamation, c'est l'arme classique qu'utilise Donald Trump pour protéger sa réputation. Le Wall Street Journal a déjà rétorqué qu'il était vraiment sûr de ces informations et qu'il se défendrait vigoureusement. En tout cas, Carrie, cette affaire, elle embarrasse dans le clan de Donald Trump, notamment une partie de sa base électorale, cette base MAGA qui se retourne contre lui. Oui, puisque le président américain n'a jamais vu sa base se fracturer autant, mais aussi vite que cette semaine sur ce dossier Epstein. De plus en plus de personnalités de la sphère Make America Great Again prennent leur distance avec le président américain, mais on a aussi vu des dizaines de supporters de base brûler leur casquette rouge MAGA sur les réseaux sociaux. Alors il faut rappeler pourquoi, parce que Donald Trump en fait avait promis de faire toute la transparence sur ce dossier Epstein. Ses supporters les plus complotistes étaient convaincus qu'il y a une lettre de clients de ce trafic sexuel supposé de Jeffrey Epstein. Or, là, non seulement la fidèle ministre de la Justice, Pam Bondi, explique que finalement, cette liste de clients n'existe pas, mais surtout, on vient d'apprendre aussi que le FBI a eu l'ordre de fouiller des centaines de milliers de pages du dossier Epstein pour rechercher toute mention de Donald Trump. Et là, il n'en faut pas plus pour les supporters pour croire que leur président puisse leur cacher bien des choses. Karine Houten depuis New York aux États-Unis. Merci. On va d'ailleurs rester aux États-Unis puisqu'au moins 30 personnes ont été blessées aujourd'hui à Los Angeles, dont plusieurs blessés graves. Une centaine de pompiers sont intervenus dans ce quartier de East Hollywood, Fanny. Et à l'origine du drame, une voiture qui a foncé dans la foule tôt ce matin à l'heure américaine devant cette discothèque. Vous le voyez, les premiers éléments de l'enquête évoquent donc cette perte de connaissance d'un conducteur. Information encore à confirmer. En tout cas, le porte-parole des pompiers de Los Angeles fait le point sur le bilan à l'heure actuelle. On dénombre au total au moins 30 blessés. Parmi eux, 7 étaient dans un état critique. Ils ont donc été pris en charge immédiatement. 6 blessés sont dans un état grave et 10 autres personnes sont dans un état jugé stable. 7 autres ont été légèrement blessés. La guerre en Ukraine en plein ultimatum de 50 jours donné par Donald Trump à la Russie pour mettre fin à la guerre. Et alors que l'Europe a adopté un 18e paquet de sanctions contre la Russie, Moscou continue de pilonner son voisin. Cyril Amonski, vous êtes notre correspondant à Kiev. Une attaque massive de drones a frappé Odessa dans le sud du pays cette nuit. Au moins une personne est morte. Au total, 379 missiles et drones ont été utilisés contre l'Ukraine, 340 drones et un peu plus de 30 missiles. Et vous l'avez mentionné, la ville d'Odessa, par exemple, a été touchée. On parle d'une personne qui a été tuée, une femme, et 6 autres blessés. Parmi les blessés, notamment, il y a un enfant.
Mais il y a également, par exemple, la ville de Pavlograd qui a été ciblée. Cette ville a connu l'attaque la plus importante depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022. Plus de 30 explosions selon les médias locaux. Et le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Lysak, a expliqué que c'était une nuit, je cite, d'enfer pour les civils. Et c'est une ville qui est extrêmement importante d'ailleurs pour l'Ukraine et pour la région, puisque c'est une ville qui se situe à côté de la région de Donetsk. Et beaucoup de civils qui sont évacués de la région de Donetsk, qui cherchent notamment un logement et qui souhaitent relocaliser vers d'autres lieux, se dirigent d'abord vers Pavlograd. Donc la situation ici, elle se dégrade semaine après semaine. Nous avons des frappes très conséquentes toutes les semaines avec des centaines de drones. Et selon le renseignement ukrainien, il est tout à fait possible que d'ici 3-4 semaines, plus de 900 000 drones soient utilisés contre l'Ukraine en une seule journée. Et justement, Cyril en parlait dans le centre-sud du pays. C'est la région de Dnipro qui est toujours ciblée par ces attaques russes depuis un mois maintenant. Une ville qui pourrait vouloir être prise par la Russie. Oui, la menace d'une offensive est tellement pesante qu'une association gère l'évacuation des habitants. Reportage de nos envoyés spéciaux Pierre Barbin, Joao Alencar et Philippe Donetsko qui sont allés à leur rencontre. À bord de cette ambulance, une nouvelle personne évacuée arrive dans ce centre d'accueil. Comment vous vous appelez? Olena. Vous venez d'où? Bilitsk. Cette Ukrainienne a fui son village et laisse toute une vie derrière elle. Les combats sont à quelques mètres de sa maison. Il y a des combats des deux côtés de chez moi. Ma maison tremble tout le temps. Je ne peux plus dormir la nuit, ni même la journée. C'est impossible de vivre. La guerre est vraiment dure. Dans cette région de Dnipro, certains n'auraient jamais imaginé devoir partir. La situation est telle qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils doivent fuir. C'est si dangereux que maintenant les familles avec des enfants s'en vont aussi. Pour recevoir ces personnes, l'association humanitaire a installé son centre d'accueil dans un bâtiment public. Avant la guerre, c'était un espace culturel de la ville de Pavlograd. Louba dort ici depuis quelques jours. L'ennemi a détruit sa maison. Je suis restée 5 nuits dans ma maison totalement brûlée. Les Russes s'approchent de plus en plus. Je ne pouvais pas partir avec mes propres jambes. Chaque jour, en moyenne, 60 personnes évacuées arrivent ici dans ce centre d'accueil de Pavlograd. L'association redoute que ce chiffre puisse encore augmenter dans les jours et les semaines à venir à cause de l'offensive russe. Des médecins contractuels sommés de rembourser jusqu'à 100 000 € de primes, des primes non réglementaires mises en place par la précédente direction. Cette situation en France est inédite. Les praticiens, vous allez l'entendre, sont sous le choc. Reportage d'Élise Francôme, Elliot et Barbara Durand. Arrivée en France il y a 3 ans, c'est un revirement de situation auquel Sophia, médecin d'origine algérienne, ne s'attendait pas. Il paraît que vous avez indûment perçu la somme de 42 000 €. Le GEF est donc fondé à vous demander le remboursement de cette somme, soit 34 000 € net. 34 000 € de primes touchées depuis sa prise de poste il y a 18 mois au GEF, grand hôpital de l'Est francilien. Un poste qu'elle avait accepté à l'époque en contrepartie de primes de près de 2 400 € par mois, en plus de son salaire. Aujourd'hui, elle se sent trahie. Il y a de l'irrespect, il y a une trahison aussi. Sachant que j'ai été contactée par le chef de service et ils m'ont attirée avec une prime d'indemnité qui a changé mon salaire, bien sûr, vu que le salaire d'un stagiaire associé, c'est 1 500 €. Dans un communiqué, la direction de l'hôpital se justifie en évoquant des primes non réglementaires mises en place par la précédente direction. Un traitement des PADU, praticiens diplômés hors Union européenne, inadmissible selon ce syndicat. On ne leur donne pas le choix de le faire et quelle que soit la façon dont ils vont la rembourser et on leur interdit de quitter le GEF. Et il faut savoir quand même que sur 80 PADU qu'il y a sur le GEF, s'ils partent tous, on ferme un hôpital. Au total, une cinquantaine de médecins étrangers doivent rembourser près de 2,5 millions d'euros. Face à la situation, plusieurs d'entre eux sont en arrêt maladie et entendent bien se battre pour cet argent qu'ils estiment avoir mérité. La situation sur le front des incendies, cela va mieux, notamment en Bretagne où les récents orages ont bien aidé les pompiers à noyer l'incendie dans la forêt de Brocéliande. Quant à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, le feu a été fixé dans la nuit. On y retrouve Laura Cambeau qui a suivi avec les pompiers ces opérations de noyage qui ont eu lieu pour éviter toute reprise de feu.
Les 300 sapeurs-pompiers mobilisés pour cet incendie restent sur le terrain. Ils procèdent à des opérations de noyage, comme c'est le cas juste ici. Ces opérations consistent à éteindre les braises qui se seraient nichées sur les parties qui sont déjà brûlées. Ces braises, avec le vent, elles peuvent être déplacées et donc toucher les parties qui ont été épargnées jusqu'à présent. Voilà pourquoi ces opérations de noyage sont absolument essentielles. Elles sont menées sans répit depuis hier soir. Écoutez à ce propos Vincent Alberti, il est chef de groupe. Alors le risque de ne pas surveiller une lisière et de ne pas effectuer le noyage, c'est que le feu reprenne vie et en fait qu'il poursuive son cheminement dans les zones boisées et dans les zones périurbaines comme on se trouve ici sur le secteur des Ventrons ou sur le secteur de Saint-Julien-les-Martigues. Il y a la phase d'attaque qui va vraiment être la phase pour baisser les flammes et la phase de surveillance et de noyage est vraiment la partie la plus importante sur les opérations de secours. Parce que c'est elle en fait qui va permettre de pérenniser la sécurité sur le secteur et éviter que le feu se propage sur d'autres zones. Donc c'est vraiment très important et c'est des périodes qui sont très longues et surtout très fatigantes et contraignantes pour le personnel, ce qui demande beaucoup de rotation et beaucoup de relève les concernant. Ce sont ces opérations de noyage qui permettent de pérenniser, de stabiliser la situation. Depuis hier soir, nous en sommes au même bilan. Les flammes ont touché au total 248 hectares, très exactement. En tout cas, les pompiers sur place font toujours attention à un paramètre, celui des conditions météo, car la reprise du vent pourrait mettre en danger ces opérations. Le feu, la météo qui se multiplie et qui s'intensifie avec ces canicules dans le sud de la France. Les Provençaux s'équipent donc. Et vous allez voir, il existe plusieurs solutions désormais pour protéger sa maison des feux de forêt. Oui, parmi les solutions les plus prisées, les motopompes dont les ventes explosent dans le sud-est du pays. Illustration dans les Bouches-du-Rhône avec Marie Debay. Philippe vient de faire une nouvelle acquisition. Allez. Une motopompe qui peut couvrir un périmètre de 50 mètres autour de sa piscine. Rassurant pour cet habitant, sa maison est entourée de végétation. Il me semblait opportun, vu l'évolution du climat, de m'équiper d'un système qui permettait, après appel des pompiers bien évidemment, de pouvoir protéger un minimum l'entourage de la maison. Il suffit de placer le tuyau dans la piscine, d'allumer l'engin et de choisir la position de la lance. Un jet de défense va faire un mur en fait, un mur d'eau face à votre piscine, exactement. Tandis que le mur d'attaque, lui, il va aller beaucoup plus loin pour justement essayer d'atténuer les feux qui vont commencer en fait à arriver près de chez vous. Ces mini lances à incendie sont commercialisés depuis 2 ans et la demande ne cesse d'augmenter. Déjà 5000 foyers français équipés. Il y a de plus en plus de feux et de départs de feux qui sont aussi actualisés et cette tendance un petit peu anxiogène font que les personnes effectivement font de plus en plus appel à ces produits-là pour s'autoprotéger. D'autres solutions existent, comme par exemple cette grenade anti-incendie. Là aussi, les Provençaux se l'arrachent. Les ventes ont été multipliées par 3 en 1 an. Il y a 5 ans, 10 ans en arrière, je ne pense pas qu'on aurait le succès qu'on a aujourd'hui. On s'aperçoit que les gens sont hypersensibles au risque incendie. Pour rappel, le risque incendie reste encore très élevé dans la région. Il est recommandé de suivre les indications des autorités. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons également sur ce qui s'est déroulé à Los Angeles, aux États-Unis, avec au moins 30 personnes blessées. Après qu'une voiture a foncé dans la foule devant cette discothèque, vous le voyez, de l'est de la ville. C'était tôt ce matin. Parmi les blessés, plusieurs dans un état critique. Et selon les premiers éléments de l'enquête, le chauffeur aurait perdu connaissance avant de rentrer dans la foule. Tous les détails dans nos prochaines éditions. Restez avec nous, à tout de suite. La météo